À toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la rencontre entre le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et ses prédécesseurs Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié. Rencontre prévue ce jeudi 14 juillet 2022 au palais présidentiel à Abidjan Plateau pour décrypter et analyser pour vous cette rencontre. Nous avons fait appel à deux politiques et un journaliste analyste politique. Il s'agit bien évidemment de M. Meizan Noël Kofi, cadre du RHDP, député de ce parti politique. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Juste à côté de vous, nous avons M. Tefou Koné, ancien député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, cadre de GPS. Bonsoir. Bonsoir, Ibrahim. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et puis le troisième invité de ce soir, M. Beta Michel, directeur de publication du journal Le Bélier. Bonsoir. Bonsoir, Khalid. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Tout à l'heure, je vais vous donner la parole. Chacun va nous donner son avis sur cette rencontre. Mais bien avant, je voudrais préciser à l'endroit de tous les téléspectateurs que nous avons une équipe au palais présidentiel pour nous faire vivre de fond en comble cet événement avec ces images que vous voyez à l'instant à l'écran. Laurent Gbagbo vient de faire son arrivée ici au palais présidentiel à Abidjan Plateau. Je voudrais vous préciser que le président Alassane Ouattara est déjà sur les lieux. Messieurs, que vous inspire cette rencontre? On commence avec vous, M. Meizan Noël. Je voudrais vous remercier de l'opportunité que vous nous offrez d'échanger sur cette rencontre, j'allais dire une rencontre très importante, parce qu'il s'agit de trois personnalités importantes de notre pays qui ont eu chacun d'eux à un moment donné à diriger notre pays et avec l'actuel président de la République. Donc en tant que cadre du RHDP, je me félicite de cette rencontre. Je suis heureux en tant qu'élu que cela soit ainsi parce que de mon point de vue, cette rencontre contribuera à décrisper davantage l'atmosphère politique dans notre pays pour permettre en sorte que le développement amorcé par le président de la République et l'ensemble de son gouvernement puisse aller de l'avant. C'est un sentiment de fierté et je suis fier que c'est cet entretien-là de participer à cette rencontre de ce soir. Alors, M. Tefou Koné, alors vous avez entendu M. Meizan, c'est une rencontre qui pourra permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver le chemin de la paix, de la stabilité. C'est aussi votre avis? Je voudrais saluer également la venue de cette rencontre, mais elle me laisse sur ma soif. Pourquoi? Pour la simple raison que cela fait déjà 4 ans que le président Alassane Ouattara, depuis le 14 septembre 2018, a lancé le dialogue politique. Et 6 activités ont eu lieu, notamment avec le Premier ministre Amadou Gon, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, le Premier ministre Archie Patrick, la rencontre avec le président Bédié en 2020, la rencontre avec le président Laurent Gbagbo en 2021. Et puis voilà une autre rencontre. Je crains que ce soit une rencontre de plus qui ne va pas, j'allais dire, nous apporter une solution. Pour moi, au lieu de dialogue politique, il faut aller à un dialogue, j'allais dire, national. Pour que on ait un dialogue national en incluant tous les acteurs de la société civile. Parce que il faut dire que le dialogue politique qui a été amorcé a eu des résolutions. Ces résolutions n'ont pas été appliquées. Vous vous souvenez que toutes les rencontres qui ont eu lieu, il a été demandé au président Alassane Ouattara de désamorcer la crise en libérant les détenus politiques, en laissant entrer tous les exilés politiques. Cela n'a pas été fait. D'accord. Vous remarquez qu'aujourd'hui, il y a une flambée des prix au plan social. Les Ivoiriens ont un souci, c'est comment se nourrir, comment se loger. Quand bien même ils ont un logement, comment protéger leur logement quand il y a des grandes saisons de pluie comme ce qu'on vit aujourd'hui. D'accord, on vous a compris. Je voudrais terminer pour dire que même si aujourd'hui nous saluons cette rencontre, il faut que cette rencontre aille au-delà de ces 3 personnes parce que pour moi, la vie des Ivoiriens ne se limite pas à la politique. D'accord.
Alors, Monsieur Betta, pour vous aussi, vous auriez voulu que cette rencontre soit élargie aux autres acteurs de la scène politique ivoirienne? Pour le dire, vraiment, je voudrais, à la suite de mes prédécesseurs, saluer d'abord cette rencontre. Il faut dire que cette rencontre doit s'analyser doublement. Hein. D'abord, nous sommes à l'analyse prédiscursive, c'est-à-dire avant les discours. Il faut dire que ce type de rencontre ce n'est pas la première. Nous avons eu celle que Laurent Gbagbo, en tant que président, a eu avec Guy Robert et les deux autres présidents. Ça a permis à la Côte d'Ivoire d'avancer politiquement et ça a permis à Laurent Gbagbo de diriger un peu plus sereinement le pays, même si après, il y a eu la crise armée qui s'est déclenchée depuis Bouaké. Donc, ces genres de rencontres sont d'abord à saluer parce que tout observateur politique ivoirien, elles ont permis de tout temps à faire avancer suffisamment les choses. Il faut dire que ce sont ces rencontres qui ont permis jusqu'ici qu'on ait l'élection en 2010, parce que c'est à la suite de ces rencontres entre Gbagbo, Ouattara et Bédié que nous avons pu aller jusqu'aux élections. Alors, M. Betta, on voit à l'image le président Alassane Ouattara qui s'apprête à recevoir, sans doute, on me fait savoir qu'il s'agit du président Henri Konan Bédié. Voilà, c'est effectivement le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, qui est reçu à l'instant par le président Alassane Ouattara. Alors désormais, les trois personnalités politiques sont déjà présentes au palais présidentiel. Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, président Henri Konan Bédié. On a vu tout à l'heure l'accolade entre ces deux personnalités. Et ils échangent des mots sans doute. Voilà, ils vont poser devant les caméras et puis devant les photographes pour la postérité. Alors, M. Betta, commentaire sur ces images? Oui, je dis que je pense que c'est le président Henri Konan Bédié l'avait dit déjà dans un de ses courriers lorsqu'il a rencontré le président Alassane Ouattara en novembre dernier, après la crise de 2020, lorsqu'il y a eu les morts et tout cela à la suite de la volonté constitutionnelle, contre la constitution du président Alassane Ouattara de se présenter en 2020. Il y a eu des morts et ils se sont rencontrés. Le président Konan Bédié lui a adressé un courrier à la suite pour demander que cette rencontre entre les acteurs essentiels de la scène politique puisse se tenir. Et je crois que c'est la suite de cette missive-là que tout cela vient. Donc, c'est dit que tous les deux acteurs s'inscrivent dans cette dynamique-là. Le président Konan Bédié, bien entendu, a souhaité que ce soit inclusif. Ça inclut tous les acteurs, y compris ceux qui sont hors du pays, notamment le leader du GPS, Soro Diop. Donc, je crois que c'est l'occasion encore peut-être de rappeler cela et cette rencontre augure, à mon sens, de lendemain meilleur pour la Côte d'Ivoire. Alors, M. Meizan, vous avez entendu M. Tefou qui estime qu'il ne faut pas restreindre cette rencontre à ces trois personnalités politiques. Il fallait l'élargir aux autres personnalités politiques. Ben, je voudrais d'entame dire à mon frère Tefou de désarmer, parce qu'il s'agit d'une rencontre de conciliation. Et la mère patrie, je l'ai dit tous les jours, nous avions une communauté de destin. Et notre patrimoine commun, c'est la Côte d'Ivoire. Et tous autant que nous sommes fils de ce pays-là, aimons la Côte d'Ivoire. Je voudrais rappeler que cette rencontre s'inscrit, je l'ai entendu dire que les résolutions du dialogue politique n'ont rien donné. Mais non, je pense que cette rencontre est un des éléments, l'une des propositions, j'allais dire des résolutions fortes que le dialogue politique a estimé que ces trois grandes personnalités-là, ces trois grands anciens présidents puissent se retrouver et échanger. Et je ne suis pas surpris. Je comprends que GPS veut que leur leader rentre, mais moi, c'est normal. Avec Alassane Ouattara, il n'y a rien qui est exclu. Et la Constitution permet à tous les citoyens de rentrer dans leur pays. Et je suis convaincu que le moment venu, chaque chose s'inscrivant dans son temps, le moment où cette question-là, parce qu'il y a une question judiciaire, qui est en train, je pense, qui est à court, mais à un moment donné, je pense que l'État, le pays, faisant appel à l'ensemble de ses fils et des filles, je pense que ça va venir, parce que le président Ouattara a fait beaucoup de pas vers la paix, et je pense que ces pas-là ne sont pas à éluder, ces pas-là sont à saluer.
Est-ce que vous pensez que tous les Ivoiriens se sentent concernés par cette rencontre qui se limite à ces trois? Il y a aussi le président Afi, il y a Mme Simon, il y a Soro Guillaume, Mabri Touakeus, eux tous. C'est des rencontres par palier. C'est des rencontres par palier. Je dois rappeler que lors du dialogue politique, en tout cas la grande partie des acteurs politiques de notre pays, je ne dis pas la totalité parce qu'il y a des acteurs qui n'étaient pas là, la grande partie des acteurs politiques de notre pays étaient représentés, y compris la société civile. Des résolutions ont été prises et ces résolutions ont pris en compte même les personnes qui n'étaient pas présentes. Je vais vous dire que dans le cadre de ces résolutions-là, une recommandation forte a été donnée, a été faite pour que notre frère Blé Goudé puisse, en tout cas qui a fait la demande d'un passeport, puisse l'avoir. Ce sont des résultats tangibles qu'il ne faut pas éluder, qu'il ne faut pas aller du revers de la main, qu'il faut apprécier à leur juste valeur. D'accord. Je suis convaincu qu'il n'y a rien qui puisse bloquer que les fils et les filles de ce pays puissent se retrouver à un moment donné autour d'une table pour discuter. Sauf que, parce qu'on n'a pas les mêmes terminologies, on n'a même pas les mêmes appréciations des mots. Parce que quand vous parlez de dialogue national, ces mots-là font appel à des pays qui sont en crise. La Côte d'Ivoire n'est pas en crise. La Côte d'Ivoire est un pays stable qui est en train de se développer. Toutes les institutions sont en place. La réconciliation, c'est un processus. Ce n'est pas un seul élément qu'on met là et on dit non, aujourd'hui on est réconcilié. Non, c'est un processus, c'est un ensemble d'actes qu'on pose. Et cet acte-là, cette rencontre s'inscrit dans ce cadre de ce processus-là qui a déclenché. Qui ne va certainement pas s'arrêter, mais le processus a démarré. Et moi, je pense qu'il faut avoir foi. D'accord. Alors, M. Tefou, est-ce que quand on vous entend parler, il faut vous inscrire dans le lot de ces personnes qui estiment que cette rencontre ne va pas apporter grand chose à la Côte d'Ivoire? Vous êtes pessimiste? Non, non, non. Je vous ai dit que je vous ai dit que je salue cette rencontre. Mais seulement que d'expérience, du vécu, nous avons déjà vu ces genres de rencontres. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes partis de crise en crise. Le frère Beta disait tout à l'heure que sous Laurent Gbagbo, il y a eu des rencontres avec le président Guy Robert, etc. Que nous avons fait un pas. Mais quand on fait un pas et qu'on fait 3 pas en arrière, je dis que non, le seul pas qui a été posé n'est pas le bon pas. Le bon pas ici, c'est la réconciliation de l'Ivoirien avec la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Oui, si nous arrivons à respecter la Constitution de la République, qui est la boussole, je pense qu'il n'y aura pas de crise du tout. La réconciliation de l'Ivoirien, c'est avec la Constitution, puisque la Constitution prend en compte et les politiques et les autres pans de la société. Il suffit seulement de respecter et puis vous verrez que tout va bien se passer. Les politiques sont versés dans les crises parce que le non-respect de la Constitution biaise un des éléments fondamentaux de la démocratie qui est l'alternance. Vous vous rendez compte que ce débat qui va avoir lieu va tourner autour essentiellement des élections. Oui, on parlera d'élections. Je vous rappelle, les dates sont là. Chaque fois que nous sommes à l'orée d'une élection, on va lancer la reprise du dialogue politique. C'est cette expérience-là qui nous fait dire que les pas qu'on veut poser, que ce soit des pas sincères, que ce soit des pas qui puissent amener l'Ivoirien lambda à ressentir, j'allais dire, la paix dans son intérieur. On ne peut pas laisser des Ivoiriens en prison, des Ivoiriens à l'extérieur, et puis dire qu'on a eu un dialogue politique inclusif. Le dialogue politique, pour qu'il soit inclusif, fait appel à l'ensemble des acteurs majeurs. Vous vous rappelez, Guillaume Soro, c'est le président Alassane Ouattara qui disait que Guillaume Soro c'est le sauveur. Vous vous rappelez de ça? Qu'est-ce que Guillaume Soro a posé comme acte pour qu'aujourd'hui tous ses amis soient en prison? Pour que lui et ses amis soient en exil. J'ai dit, quand on veut réconcilier, c'est le président de la République qui est investi d'une puissance publique, a les moyens de désamorcer. Désamorcer, c'est quoi? Les enfants de la Côte d'Ivoire qui sont en prison, qui croupissent en prison, il faut les libérer. C'est des acteurs politiques. Ceux qui sont à l'extérieur, il faut... Je viens. Le de la réconciliation nationale, Kouadio Bertin a estimé qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Vous me parlez du ministre de la Réconciliation nationale. Quelle est sa feuille de route? Quelles sont les actions que le ministre de la Réconciliation a posées
pour que l'Ivoirien se réconcilie avec lui-même? Je vous laisse poser. Non, c'est des interrogations qu'on se pose. Quand le président de la République investit quelqu'un d'une mission, il y a une feuille de route. Mais quand d'autres personnes sont en train d'exécuter la mission, il y a problème. D'accord. Moi, je dis, seule la réconciliation de l'Ivoirien, qu'il soit acteur politique ou acteur de la société civile, c'est avec la constitution de la République de Côte d'Ivoire et puis on a la paix. D'accord. Alors, M. Betta, selon vous, de quoi vont-ils parler ce soir? Quels sont les thèmes majeurs qui seront abordés par ces trois personnalités politiques de notre pays? Ils l'ont déjà dessiné suffisamment dans chacune de leurs déclarations, de leurs sorties. Il s'agira certainement de parler des élections du coupage électoral, de la CEI, de la venue de certains de nos frères qui sont encore hors du pays. Certainement qu'on parlera des prisonniers détenus, puisque Laurent Gbagbo fait son cheval de bataille aussi. Donc, tous ces sujets-là seront mis sur la table. Et pour cela, je voulais dire aussi à mon frère Tefou que vraiment, il ne faudrait pas voir la réconciliation comme un schéma déjà. Il ne faut pas caricaturer ce schéma-là. Il faut lui donner le temps aussi de se mettre en chemin, hein, en marche. Parce que quand tu vois un peu ce qui se fait aujourd'hui avec la rencontre des trois grands, c'est des choses qui, ma foi, vont permettre à toutes les autres choses, hein, certainement, de rentrer de se faire. Donc, je crois qu'il faut d'abord saluer cette rencontre, souhaiter que, au sortir d'ici, une décision forte. Moi, c'est surtout mon souhait, une décision forte. Parce que vous pensez à quoi? Décision forte? Non, décision forte, je ne vais pas dire qu'au sortir de là, ils vont prendre la décision, mais je veux dire, les jours qui vont suivre, que des décisions fortes soient prises, telles que la libération de tous ceux qui sont détenus dans le cadre de la crise de 2010. Ça c'est des actes forts. Le retour des leaders qui sont encore hors du pays, ça, c'est des actes forts. Et quand cela se fera, je pense que les élections, la CEI, tout cela, ça, c'est des schémas qui peuvent se dessiner très rapidement. Donc, pour moi, c'est cela, quoi. Alors, M. Mézan, libération des prisonniers politiques, on a entendu M. Tefou le dire, également M. Betta. Est-ce que vous estimez que dans ce pays-là, il y a encore des prisonniers politiques? Non, pour moi, il n'y a pas de prisonniers politiques. Et en tant que Tefou, on a l'impression que les gens ils sont assis tranquillement chez eux et on allait les prendre pour les mettre en prison. Non. Il y a des chefs d'accusation contre ces personnes-là. Moi, je me dis qu'il faut qu'on aille de l'avant. Et pour qu'on aille de l'avant, il faut que ces gens de rencontre. Et M. Betta l'a indiqué. S'il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas d'échange. Et ces échanges-là contribuent à créer la confiance. Et quand la confiance est née, ça contribue à prendre en compte toutes les problématiques qui suivent. Donc, moi, je voudrais rappeler que toutes ces personnes qui sont en prison là le sont du fait des actions, des chefs d'accusation qu'on leur reproche. Parce que moi, Maïsan, je ne suis pas en prison. M. Betta n'est pas en prison. Il y a beaucoup de citoyens ivoiriens qui ne sont pas en prison. Pourquoi c'est eux? M. Tefou n'est pas en prison. Pourquoi ce sont ces personnes-là qui se sont retrouvées en prison? Donc on ne peut pas balayer du revers de la main ce qui a existé. C'est vrai, la réconciliation, oui. La justice est en train de faire son travail. À un moment donné, quelqu'un l'a dit, le président de la République, par rapport à un certain nombre de situations, pour la consolidation de la paix, peut prendre des décisions. Mais pour que ces décisions-là soient prises, il faut ces rencontres-là, il faut se parler, la confiance naît, toutes les choses peuvent se faire. Et moi, je suis convaincu que les choses peuvent se faire, les choses vont se faire. Mais il faut que les gens se parlent. Monsieur Ibrahim, vous allez réagir tout à l'heure. Monsieur Tefou. Nous sommes assis ici sur ce plateau. Il y a des vœux que nous émettons. Nous n'avons pas le même tempérament. Nous n'avons pas vécu la politique de la même manière. Hier, j'étais au RDR. Je le connais très bien. Hein? Nous avons travaillé ensemble. J'avoue que la mise en œuvre de la gouvernance qui n'a pas été en synchrone avec ce qui avait été dit au moment où moi je soutenais, j'ai dû prendre du recul. Parce que pour moi, quand on a subi des difficultés pendant qu'on est dans l'opposition, quand on accède au pouvoir, il y a un minimum, c'est-à-dire des dégâts qu'on a pour l'être humain, pour son concitoyen. Lui, il dit, il n'a pas fait la prison. Moi, j'ai fait la prison. J'ai fait 9 mois. Mais jusque-là, on ne m'a pas dit pourquoi j'ai fait la prison. On m'a pris où? On m'a pris au siège du GPS. Il y a beaucoup de sièges. Il y a le siège du PDC, il y a le siège du RHDP. Mais pourquoi c'est le siège du GPS où on va prendre les gens? Oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer.
Nous sommes allés pour accueillir notre leader. On dit il peut pas atterrir. On s'est replié sur notre siège. On nous prend là-bas. Bref. Mais hier, le siège du RDR avait été brûlé. Ouais, quand on a vécu ça une fois, on s'est dit, aujourd'hui je suis investi d'une puissance publique. Je dois éviter... Ce qui était au siège de GPS là, ce n'était pas au siège du RDR qui a été brûlé. Je vais éviter de faire subir ça aux autres. C'est ce qui est important. Parce que, regardez, si vous prenez 93 à 2022, ça fait 29 ans. 29 ans, allez-y regarder les noms des acteurs politiques clés qui ont eu à travailler sur la Côte d'Ivoire. C'est les trois là. Le président Henri Konan Bédié, 93-99, il y a eu problème. Le président Gbagbo, de 2000 à 2011, ça s'est terminé par problème. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, 12 ans, 12e année, s'il n'y a pas de problème, on va parler de désamorcer quelle crise. Il n'y aura pas de problème. Non, ne dites pas ça comme ça. Il n'y aura rien. Non, moi je pense qu'il faut qu'on soit positif. Vous avez eu la parole. Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Non, excusez-moi. On est en train de faire un décryptage. D'accord, allons-y. Vous avez eu la parole. Allez-y, monsieur Théo. Vous êtes mon frère. Allons-y. Le président Henri Konan Bédié, le président Alassane Ouattara, le président Gbagbo sont nos papas. Mais nous les enfants là, si on ne dit pas nos pas de vérité, où allons-nous? J'ai dit, ils sont les trois acteurs qui ont dirigé la Côte d'Ivoire de 93, c'est-à-dire de l'après au feu Boigny à maintenant. Jusqu'en 2022. Jusqu'en 2022. Vous voulez nous dire quoi? Non, je vais vous voulez dire quoi? Qu'il est temps pour ces trois acteurs? Non, pas du tout. D'accord, Pas du tout. Allez-y. Je vais dire tout simplement que la Côte d'Ivoire ne peut pas se résumer en trois individus. C'est vrai, on va apprécier. Ce que nous disons ici, c'est pour que vous, journalistes, vous fassiez le relais de ce que nos propos arrivent dans leurs oreilles, qu'ils comprennent qu'il y a des Ivoiriens qui veulent qu'ils prennent en compte que eux trois ne peuvent pas décider de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Qu'ils doivent aller associer la classe jeune, la classe des femmes, les artisans, tous les corps des métiers, pour que tous ceux-là viennent dire leur part de vérité. Parce que ceux sur qui on applique la gouvernance, quelquefois subissent. Et ils disent des choses, et c'est souvent que nous qui sommes des élus locaux, que nous entendons, et c'est ce que nous relayons. Et vous êtes les meilleurs canaux pour qu'on vous dise que le problème des Ivoiriens aujourd'hui, ce n'est pas de voir à la télé le président Alassane Ouattara recevoir les deux grands là, et puis quand ils vont sortir, ils vont faire les photos. On a déjà vu ça. La clé de la réconciliation, pour dire vrai, est entre les mains du président Alassane Ouattara. S'il veut désamorcer, il y a des actes forts qu'il pose. Et puis vous allez voir, les Ivoiriens vont applaudir, vont dire, ah, c'est qu'on pensait là, c'est ça là même il a fait. Parce que tant qu'on est concentré sur des problèmes que nous-mêmes nous avons créés, nous oublions l'essentiel qui est la vie de l'Ivoirien. D'accord, c'est bien compris. M. Beta, la clé de la réconciliation en Côte d'Ivoire est entre les mains du président Alassane Ouattara. Non, je crois que c'est pas comme ça, il faut le voir. Hein, parce que moi, je crois que le président Bédié, même dans sa dernière adresse, le président Ouattara l'a suffisamment dit. Ouattara peut prendre le leadership, mais ça dépend aussi de la volonté de tout un chacun. Il faut que tout un chacun s'y implique. C'est pourquoi aujourd'hui, ces présidents-là, lorsque le président Ouattara a souhaité cette rencontre, ils sont venus parce qu'ils veulent s'impliquer. Et c'est cela. Il faut désamorcer d'abord le discours. Et vous l'avez vu depuis l'Assemblée nationale, ils ont refusé d'avoir un opposant au président qui a été élu. C'est leur manière de montrer leur bonne volonté, leur bonne foi, de vouloir que la Côte d'Ivoire, les choses ne se passent pas toujours dans la belligérance. Mais on peut chercher la conciliation, la réconciliation dans les actes, dans les actions politiques même. Pourquoi vouloir toujours avoir le verbe haut quand on veut parler de l'autre? On peut baisser le ton et puis atteindre des objectifs. Donc je crois que ces opposants-là, que sont les présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, veulent montrer la voie que doivent suivre maintenant désormais les opposants. Ce n'est pas une opposition belligérante, c'est une opposition constructive.
Et c'est ce chemin-là qu'ils sont en train de tracer. Et je crois que pour moi, cette rencontre-là augure de lendemain meilleur. Alors, je veux que tout le monde... Ce type d'opposition qu'on voit aujourd'hui, selon vous, une opposition pacifique, on n'en a jamais eu dans ce pays? Non, quand je dis une opposition, c'est pas... Bon, faut pas dire qu'on n'a jamais eu, mais on a vu une opposition qui était très belligérante. Vous parlez de quelle opposition? Non, on l'a vu quand Ouattara était dans l'opposition, ses propos étaient coupés, franchis carrément avec l'opposition. C'était la belligérance, c'était la guerre, c'est l'affrontement. Quand il dit je ne laisserai pas ce pouvoir moribond, il va tomber. Ça, c'est des propos qui ne peuvent plus se tenir aujourd'hui. Alors qu'on a une opposition de chefs d'État. Non, parce qu'on a une opposition de chefs d'État qui veulent vraiment qu'on aille à la réconciliation vraie. Je dis qu'aujourd'hui, ces personnalités que sont les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo montrent que pour avoir dirigé ce pays-là, ce qu'ils souhaitent le mieux, c'est que les Ivoiriens puissent se parler, quels que soient leurs différends. Et je crois que, quelles que soient leurs divergences, ils peuvent se parler. Et je crois que c'est dans cette dynamique-là, ils souhaitent, c'est leur souhait que tout le monde s'inscrive. C'est vrai, le président Ouattara a beaucoup à faire. C'est lui le président, c'est lui qui doit prendre le leadership, mais chaque acteur a besoin. Blé Goudé l'a démontré dans son interview. Aujourd'hui, vraiment, je crois que la Côte d'Ivoire beaucoup d'acteurs politiques doivent revoir leur approche de la politique. Parce que vraiment, je ne crois pas que l'Ivoirien pourra tolérer aujourd'hui ces discours assez belliqueux qu'on a entendus il y a de cela quelques années. Il faut s'inscrire dans une dynamique de conciliation, de discours constructifs pour la paix en Côte d'Ivoire. Alors, honorable Meïsan, le président Ouattara, il a assez à faire, beaucoup à faire pour que la Côte d'Ivoire accède à un stade de réconciliation, de paix. Est-ce que, à votre niveau, vous pensez que la réconciliation, la paix, c'est seulement l'œuvre du président Alassane Ouattara? Non, mais je pense que c'est l'œuvre de tous les Ivoiriens. C'est vrai qu'il est l'acteur principal et je pense que ce qu'il est en train de faire, il est en train de mettre en musique. Il fait sa part, il crée les conditions. D'abord, il a fait en sorte qu'il y ait le dialogue politique. Le dialogue politique est là jusqu'à son terme. Il y a eu des résolutions qui ont été signées. La mise en œuvre de ces résolutions-là, je l'ai indiqué, et que cette rencontre-là fait partie des décisions, des recommandations qui ont été faites. Récemment, le PDCI a fait une sortie pour réclamer la mise en application des recommandations du dialogue politique. Mais bien sûr, je suis d'accord que... Mais tout à fait normal. Mais je dis que cette rencontre, si vous avez les recommandations, la rencontre des 3 présidents faisait partie des résolutions. C'est vrai que l'opposition a son calendrier, mais le gouvernement, le président de la République a son calendrier. Et je pense que, je l'ai indiqué, hein, je pense que ces rencontres-là, je voudrais dire à mon frère Théoufou, effectivement, on a fait le RDR ensemble, il faut que chaque chose, il n'y a jamais de rencontre de trop. Pas du tout. Cette rencontre-là va apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Va faire en sorte que les fils et les filles se retrouvent. Parce que ce sont des présidents de République. Mais ils ont été élus par qui? Par l'ensemble des Ivoiriens. Donc on leur a confié la destinée. À un moment donné, chacun d'eux a eu la destinée de la gestion de la Côte d'Ivoire. C'est Ouattara qui est là aujourd'hui. Donc il a été élu par les Ivoiriens. Donc il parle pour les Ivoiriens. Il sait, vous ne ferez pas l'injure au président Ouattara de ne pas savoir les aspirations profondes du peuple de Côte d'Ivoire. Non. Le président Ouattara a des mécanismes par lesquels il a des informations sur le vécu des Ivoiriens. Il faut parler de la vie chère. Mais nous savons tous qu'est-ce qu'il y a là-bas, c'est un phénomène mondial. Et la Côte d'Ivoire fait des mains et des pieds pour faire en sorte que les populations puissent supporter, jubiler cette problématique. Donc je vais dire qu'il faut qu'on aille à cette rencontre. On doit tous attendre, on doit tous encourager ce type de rencontres. C'est clair que ces rencontres-là pourront être élargies, mais Ouattara, Bédié, Gbagbo, ce n'est pas n'importe qui en Côte d'Ivoire. Il l'a dit. Et pendant 30 ans, c'est eux qui ont occupé la scène. À des moments de manière précise, chacun d'eux a dirigé la Côte d'Ivoire. Donc c'est des gens qui ont une certaine expérience de la gestion de l'État, qui pourront faire des propositions idoines pour que la réconciliation, en tout cas je leur ai dit, ce n'est pas un acte ponctuel, c'est un processus, c'est un ensemble d'actes. Et parmi ces ensembles d'actes-là, il y a ces rencontres-là pour créer, je le dis là-dessus, créer la confiance. Tant que la confiance existe, tout peut s'obtenir. Alors, monsieur Meïsan, on reste toujours avec vous. Hier, après le Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, monsieur Amadou Koulibaly, a donné un aperçu de ce dont les 3 vont parler. Il a parlé de cohésion sociale, de paix, d'élections apaisées. On le voit, à votre niveau, comment on peut expliquer le fait que nous sommes toujours à la recherche de la paix, de la cohésion sociale, d'élections apaisées? C'est quoi le véritable problème?
en Côte d'Ivoire? Non, moi, je n'apprécie pas ça tel que la trajectoire que vous utilisez. Dans toute organisation humaine, il y a des hauts et des bas. Et la Côte d'Ivoire a connu des difficultés. Et vous êtes d'accord qu'avec moi, que le président de la République, à travers toutes les rencontres, a créé le climat pour que le pays puisse aller de l'avant. Et je l'ai dit, cette rencontre-là s'inscrit dans ce cadre. Toutes les nations au monde ont leur histoire. Et nous avions la nôtre. Et la nôtre, nous devons l'assumer. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est interroger notre histoire et nous projeter. Nous projeter pour faire en sorte que notre pays soit stable, pour faire en sorte que notre pays ait définitivement la paix. Et je pense que les sujets qui vont être évoqués sont des sujets sur lesquels il pourrait y avoir des divergences. Du moins, il y a des divergences. Et je pense qu'ils ont la responsabilité de se retrouver, de se parler et de sortir de quelque chose pour qu'en sorte, définitivement, la Côte d'Ivoire puisse connaître la paix. Merci. Alors, juste rappeler que nous sommes sur les antennes de l'Intelligent TV pour une édition spéciale consacrée à la rencontre entre les présidents Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Les trois personnalités sont déjà au palais présidentiel. Ils sont dans la salle. On nous fait savoir qu'ils sont en train d'échanger en ce moment. Juste après la rencontre, il y aura une déclaration et puis on pourra commenter pour vous, nos différents téléspectateurs. Alors, M. Teffou, à votre avis, c'est quoi le problème de la Côte d'Ivoire? À chaque fois qu'on s'approche des élections, il y a des troubles qui nous conduisent à l'instabilité sociopolitique, toujours à la recherche de la paix. Je vous l'ai suffisamment dit. Vous parlez du non-respect de la Constitution. Il faut qu'on soit honnête vis-à-vis de la population qui nous regarde. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est se réconcilier avec la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Quand on va respecter cette Constitution, on aura la paix. La loi dit, voilà comment le pays doit marcher. De sorte à ce que les principes fondamentaux de la démocratie, dont l'alternance est un des points focaux, doit être vraiment le point d'ancrage. Mais tant que les acteurs politiques n'ont pas l'assurance d'aller à une élection et d'être rassurés que le résultat des urnes sera le résultat qui sera proclamé, il y aura toujours problème. C'est pour cette raison que le gouvernement actuel a des difficultés. Parce que chaque fois qu'il y a élection, à la veille, il y a dialogue national, il y a dialogue politique. On fait appel aux acteurs. On leur fait des promesses. Non, il faut le dire. Il faut le dire. Mais là il n'y a pas d'élection. Vous avez parlé, je vous ai écouté. Les élections, c'est dans combien de temps? C'est toujours à la veille des élections. Quand on va aller discuter de la CEI, ça fait combien de fois? Allons prendre l'exemple dans les pays où la loi électorale est appliquée. Et puis c'est facile. Mais ici, la loi électorale est appliquée. Non, la loi électorale. La CEI est non, vous le savez. Non. Allez contre. Non, ne faites pas l'injure à ceux qui ont été tués, à ceux qui sont morts, pour avoir revendiqué la démocratie. Allons-y à l'essentiel. Réconcilions-nous avec la Constitution. Une fois qu'on a respecté ça, c'est fini. La Constitution est plus forte que le chef de l'État. La Constitution est au-dessus de l'ensemble des Ivoiriens. Et c'est un guide. D'accord. Alors, M. Beta, c'est aussi l'analyse que vous faites de la situation. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est le non-respect de la loi fondamentale. Vous savez, la question de la loi, comment on dit, entre la loi et son application, il y a des hommes. Donc, il faut tenir compte aussi des acteurs qui doivent appliquer cette loi-là. En son temps, on a déploré, beaucoup sont ceux de l'opposition qui ont déploré l'attitude de Yaoundé lorsqu'il s'est agi le Conseil constitutionnel de prononcer les décisions des élections. Aujourd'hui, il est de même que vis-à-vis des élections de 2020, beaucoup sont ceux qui ont décrié l'attitude du président du Conseil constitutionnel. C'est vous dire que c'est les acteurs même qui doivent appliquer, qui souvent nous posent problème. Sinon, la loi, elle est là. Elle est là. Donc, vous convenez avec moi que c'est la non-application de la loi. Non, je dis la loi, elle est là. Mais la loi, elle va l'appliquer. Quand je dis la loi, elle est là, je veux dire aux autres que son application nous engage personnellement avant d'être celle de la loi. Parce que si toi, tu as la loi et puis tu dis autre chose, tu es en train de biaiser la loi. Donc, je dis que, en fait, c'est les hommes.
C'est les hommes. La classe politique qui est le véritable problème. C'est les hommes qu'il faut interpeller. Il faut leur dire, écoutez, c'est vrai que vous avez des affinités, vous avez vos engagements avec certains individus, comme l'autre le disait, je crois que c'est Ouagaobo, le devoir de gratitude. Il faut que ceux qui sont chargés d'appliquer les textes aient ce devoir de gratitude vis-à-vis de ceux qui les nomment. Parce que sans quoi, nous serons toujours en train de chercher donc la non-application de la loi. Non, je dis, en fait, ça nous a posé problème, mais il faut souhaiter que les uns et les autres s'inscrivent dans cette dynamique de vouloir, parce qu'il faut croire en l'homme. Moi, c'est ça que je dis souvent aux gens, je dis, quand le destin commun est engagé, il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que quand vous dites, il faut forcément que les gens appliquent la loi, mais c'est des hommes. Donc, il faut les inviter à le faire. C'est pas la loi. C'est ce qu'on est en train de faire. Il faut les inviter à le faire. Et quand nous dénonçons, c'est pour qu'ils appliquent. Il faut souhaiter que ce genre de rencontres-là, même à tous les niveaux. Après, ici, après les acteurs, il faut aller vers les acteurs judiciaires. Le garant de la loi, c'est qui? Non, bien entendu, le président de la République. Il est le garant, mais non, il n'est pas le monsieur, c'est l'acteur majeur. Vos différentes analyses m'amènent à poser cette question. Monsieur Meïsan, c'est vous les hommes politiques le véritable problème? Non, moi, c'est une vision restrictive de ce qu'on peut énoncer. Non, moi, je pense que nous sommes contemporains de toutes les choses qui se sont passées en Côte d'Ivoire. Et il ne faut pas donner l'impression, et je voudrais m'adresser à mon frère Tefou, que non, on a été au RDR ensemble, et son patron Guillaume Sora a géré la primature, il a géré les élections. Fondamentalement, qu'est-ce qui a changé dans cette CEI? Il ne faut pas avoir une approche à géométrie variable. Ah non, les élections de 2010 ne sont pas les élections qui se sont... Mais la CEI a obéi, l'architecture de la CEI n'a fait qu'évoluer de manière positive. Vous avez vu que pour que en 2010, les élections se passent bien, il y a eu l'implication des d'autres acteurs pour contrôler, parce qu'on oui, mais c'était une élection comme vous l'avez dit, parce qu'on ne fait pas confiance. C'était une élection de sortie de crise. Et des personnes se sont... Nous avions fait, la Côte d'Ivoire a fait appel à d'autres institutions pour garantir l'impartialité des élections. Mais cette CEI-là, c'est elle qui a continué. Donc vous ne pouvez pas dire, il ne faut pas donner l'impression que vous êtes Blanche-Neige. Non, pas du tout. Non, je pense que la loi est la loi et elle doit s'appliquer à tout le monde. La constitution de la Côte d'Ivoire, là, elle a été votée par nous tous. À partir du moment où elle a été votée, elle doit s'appliquer à tout le monde. Il peut y avoir des déperditions, mais il ne faut pas accuser la loi. Faut pas... Moi, je considère que les choses ont été faites dans les règles. Je pense que si ce débat-là, si on veut mener ce débat-là, si la question des élections, je ne suis même pas sûr qu'on va sortir d'ici. Je pense que ce qu'il nous faut faire, et ce à quoi vous nous avez invités, c'est comment faire, on considère que cet intermède-là est derrière nous, et qu'aujourd'hui, le président Ouattara, à travers ce dialogue, le dialogue politique, à travers tous les instruments qui ont été mis en place, veut que résolument la Côte d'Ivoire s'engage, en tout cas résolument dans la voie du développement, et que cela ne peut pas se faire sans paix. Et il fait donc appel à ses prédécesseurs qui ont été présidents de la République pour qu'ensemble, les problèmes de la Côte d'Ivoire puissent être posés et qu'ensemble, ils donnent des pistes de réflexion parce qu'ils sont les mandants de l'État. Ça peut se décliner avec l'ensemble des Ivoiriens après, à travers le format qu'on voudra, pour que l'ensemble des Ivoiriens puissent aller de l'avant. Donc, on ne peut pas caricaturer que le problème de la Côte d'Ivoire, ce sont les politiques. Non. Ça, je pense que ce serait caricatural, ce serait péjoratif. Alors, monsieur, beaucoup parlent du retrait de la scène politique de ces trois grands. Beaucoup même ne croient même pas en cette rencontre. La solution pour certaines personnes serait que Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara se retirent complètement de la scène politique pour que la Côte d'Ivoire retrouve une situation de paix, de cohésion sociale. C'est votre avis ou vous pensez autrement? Non, ça ne peut pas être mon avis. Je vous l'ai suffisamment dit. Ouais, on va retomber sur la constitution de la République de Côte d'Ivoire. Comment vous voulez que des individus s'élèvent d'eux-mêmes, décident de la vie d'un acteur politique, alors que c'est décidé dans la Constitution? Si la Constitution dit qu'à tel âge, tu ne peux pas être candidat, est-ce que quelqu'un va dire non, il n'a qu'à se retirer? On applique la Constitution, tout simplement, on respecte. Et vous allez voir que eux-mêmes, ils vont dire ah, la Constitution ne me permet pas.
C'est de ça qu'il est question. Tant qu'on n'est pas réconcilié avec la Constitution, c'est vrai qu'aujourd'hui, et même quand j'étais hier au RDS, c'est comme ça que je parle. Hein. C'est-à-dire, maintenant c'est RHDP. Bon, c'est RDS, RHDP. En fait, vous les hommes politiques, j'ai cette conviction-là, que la politique, là, quand on l'amène pour des hommes. Et quand vous parlez des hommes, les hommes sont faits par qui? Par Dieu. C'est-à-dire une politique sans spiritualité est une politique qui va aller, c'est-à-dire contre les hommes. Quand on aspire à diriger et qu'on a le pouvoir, on est un peu comme un demi-dieu. Vous voyez, on va dans les temples et puis on demande pardon à Dieu. Et puis Dieu accepte. Le président de la République est comme un demi-dieu sur terre, en Côte d'Ivoire ici. S'il dit tout de suite... C'est le président Alassane Ouattara. Tous les présidents ont été des demi-dieux. Actuellement. Non, tous les présidents. Ont été des demi-dieux. Parce qu'en fait, ils décident de la vie des Ivoiriens. Vous voyez, à la veille de chaque fête d'indépendance, le président de la République demande à l'administration pénitentiaire de lui faire la liste de certains détenus que lui va gracier. C'est-à-dire les gens sont en prison. Ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont sortir. Et puis lui, il fait une liste, il signe. Et puis ça s'exécute. Ce sont des actes forts pour arriver à la réconciliation, à la paix. On les libère. Ça veut dire que c'est un homme fort. Lui, il a quelque chose qui est fort au-dessus de lui. C'est la Constitution. Tout ce que vous dites, le retrait des 3 grands, si la Constitution que tout le monde a voté là, dit qu'ils se retirent, ils doivent se retirer. Mais vous voyez, ceux qui sont de l'autre côté du pouvoir n'ont pas la possibilité de faire entorse à la Constitution. Il n'y a que celui qui dirige qui peut faire entorse. Est-ce que vous comprenez? Si on a compris ce qu'on veut dire par là, c'est que le premier exemple qu'on peut donner à l'Ivoirien lambda, c'est de démontrer, nous en convenions avant même l'émission, que le jour où tu es assis, tu es nommé ou bien tu es assis dans le pouvoir, là, ta réflexion, c'est un jour tu dois partir. Quel héritage tu cèdes, quel héritage tu laisses à ton peuple. Vous voyez, on a parlé des 3 grands. Le président Bédié vient en 93. Il s'en va par un coup d'État en 99. Le président Laurent Gbagbo vient par une élection que certains ont appelée élection calamiteuse, mais il a été élu. Non, mais on l'a dit ça ensemble. À l'époque, tu as dit ça. Et puis, oui, c'est ce que j'ai dit. Et puis, 10 ans après, 2 ans après, il y a rébellion. Et 10 ans après, c'est une crise armée qui le fait partir. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Que l'héritage que Houphouët Boigny a laissé là, il faut le préserver. Ce n'est pas autre chose, c'est la constitution de la République de Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas le président qui doit préserver non, s'il te plaît. Cet héritage. Il est le garant de la constitution. Oui, mais... Je vous ai dit tout à l'heure qu'aucun opposant ne peut faire entorse à la constitution. Parce que pour faire entorse à la constitution, il faut avoir cette force-là, d'avoir l'armée, d'avoir la police, d'avoir tout ce qui est sécurité nationale. Alors, mais c'était fou. Si on vous comprend bien, c'est le président actuel qui fait entorse à la Constitution. C'est bien cela. Bon, l'honorable Maïzan disait tout à l'heure que c'est une vision restrictive. Non, c'est celui qui est au pouvoir là. C'est lui qui peut faire entorse. Il fait entorse en ce moment? Non, celui qui est au pouvoir peut faire entorse. C'est pour cela qu'il y a crise. C'est pour cela qu'il a fait appel. Il a fait entorse? À quel niveau? Non, il a fait entorse parce qu'il n'est pas capable aujourd'hui, avant même de les rencontrer, de faire venir tous les fils de Côte d'Ivoire qui sont en exil. De libérer tous les acteurs politiques depuis 2010. Et Laurent Gbagbo le lui a rappelé à leur rencontre du 17 juillet. Non, elle c'est pas 27 juillet. Du 27 juillet. 2020. Il a rappelé 2021. Que je suis le chef de file. Moi, tu m'as pris, tu m'as envoyé à la CPI. Une supra-juridiction qui m'acquitte. Moi, j'arrive, je suis libre. Et mais ceux à qui j'ai donné ordre là, normalement, la juridiction de Côte d'Ivoire doit rapidement les juger, les libérer parce que ils sont jugés et condamnés. Ils sont en train d'épuiser leur peine. Ça va désamorcer. Est-ce que tu comprends? D'accord. Parce que ce pourquoi on les accuse là, voilà l'acteur principal. D'accord, c'est bien compris. Et où tu l'as envoyé là, tu faisais confiance à cette juridiction. D'accord, c'est bien compris. Quand ils l'ont libéré et puis il vient là, c'est un désaveu
de la condamnation que tu donnes aux autres. Tu dois les libérer. Non, pas du tout. Et puis, c'est pas les mêmes juridictions qui ont jugé. Honorable, tu as parlé, je t'ai écouté. Non, mais il est trop long. Hein. Je viens quand on laisser parler aussi. Non, quand vous parlez, je ne vous coupe pas. C'est pas moi qui dirige le débat. Ouais, non, mais j'interpelle le modérateur. Quand le président Alassane Ouattara a fait ça, là, je vous assure que ceux qui sont partis là, ils ne vont plus parler, hein, M. Beta, ils ne vont plus parler des exilés, ils ne vont plus parler des détenus, parce que ce n'est pas ça le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, ils vont en parler. Le respect de la Constitution. D'accord, on vous a compris. La mise en œuvre de la gouvernance de la Côte d'Ivoire sur des principes le respect de la Constitution, de transparence, de tolérance, etc. On vous a bien compris, M. Beta. Vous voulez réagir au propos de M. Tefou, qui estime que Ouattara fait entorse à la Constitution en ne permettant pas à certaines personnes de la même chose, mais de façon différente. En Côte d'Ivoire. Non, vous savez, depuis 2020, hein, avec ce que la Côte d'Ivoire a subi et les Ivoiriens avec, lorsque il s'est agi d'un troisième mandat de Ouattara, nous pensons que la Constitution a été largement violée. Hein. La Constitution a été largement violée. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de revenir sur le passé. Comment construire l'avenir? Malgré tout ce qui s'est passé, comment reconstruire cet avenir-là? Monsieur Beta, est-ce qu'on peut construire l'avenir sans regarder le passé? Non, je dis pas qu'on ne va pas s'attarder sur le passé. Il faut construire avec ça. Il faut avec ça construire l'avenir. Et je crois que c'est dans cette dynamique-là tous ces acteurs politiques aujourd'hui à cette rencontre vont s'inscrire. Puisqu'ils l'ont dit depuis l'arrivée de Gbagbo, vous ne l'avez jamais vu dans un meeting en train de jeter des pics assez acerbes à Ouattara. On connaît le Gbagbo dans ses discours politiques, il est très tranchant. Mais il n'a pas fait depuis. Même Henri Konan-Bédié, même dans les déclarations du PDC, vous voyez comment il ménage quand même le président de la République. Ça vous dit que la classe politique, moi je crois qu'aujourd'hui, la classe politique est en train de nous offrir une chance. La classe politique de l'opposition est en train de nous offrir une chance, hein, de resserrer nos liens pour une paix durable. Il faut s'en saisir. Et je crois que le président Ouattara aujourd'hui a l'occasion de montrer certainement qu'au sortir de cette rencontre-là, nous verrons qu'il aura saisi cette pêche tendue par l'opposition, par la classe politique de l'opposition. C'est notre vœu. D'accord. Voilà. Allez-y, M. Mézan. Je pense que ce serait un crime de lèse-majesté de laisser dire que le président Ouattara a violé la Constitution. Est-ce que Tefou estime? Même M. Beta l'a dit. Oui. Je ne peux pas le laisser dire. C'est ce que l'Ivoirien a dit. Non, mais les Ivoiriens ne se résument pas à vous. En tout cas, sur ce plateau, les Ivoiriens ne se résument pas à vous et à vos opinions. C'était fou, on va faire clair. Les Ivoiriens Vous ne représentez pas. C'était fou, M. Beta, s'il vous plaît. Je ne peux pas. On va être clair, vous ne représentez pas le peuple ici. Je ne peux pas laisser dire que la Constitution a été violée par le président de la République. Parce que la lecture de la Constitution là, est faite par chacun des Ivoiriens. Et malheureusement, j'allais dire heureusement, dans ce pays et dans tous les pays sérieux, il y a un juge constitutionnel qui tranche in fine. Le juge, non, M. Beta, vous M. Beta, s'il vous plaît, M. Beta, s'il vous plaît. Le juge constitutionnel, c'est le juge constitutionnel qui est habilité à dire qui doit être candidat, qui ne l'est pas, sur la base de la Constitution. Et c'est lui qui tranche quand il y a les élections. Oui, c'est lui qui tranche quand il y a les élections. Voilà. Donc je ne veux pas dire, vous laisser dire, parce que l'élection, la Constitution a été modifiée. Le président Ouattara a X fois dit qu'il peut être candidat. Il ne veut pas être candidat parce que sa propre volonté. Il n'a jamais dit que la Constitution... En 2016. Non, monsieur, en 2016, j'étais de la salle. À l'Assemblée nationale. Monsieur Tefou, je faisais partie de la commission des affaires juridiques et institutionnelles. Monsieur Tefou, vous n'avez pas la parole. Monsieur Tefou, s'il vous plaît, on va se calmer. Je reviens pour dire on va s'écouter que je ne peux pas accepter. C'est pas à vous d'accepter. Ah oui, c'est mon opinion. Non, c'est mon opinion. C'est son point de vue. J'ai quand même une opinion. Laissez-le aller au bout de ses idées. Après, vous aurez la parole pour parler. Voilà, si j'ai une opinion, je peux dire ce que je pense. Allez-y, monsieur Mézan. Ce que je pense, vous ne pouvez ne pas les partager. Et je respecte vos opinions, je respecte vos avis. C'est pourquoi quand vous parlez, je vous laisse parler. Mais je ne peux pas laisser dire que le président Ouattara a violé la Constitution. Parce que la Constitution ivoirienne, là, elle a été respectée. La Constitution ivoirienne a été modifiée. Et c'est fort de cette modification, c'est ça qui a permis au président Ouattara de pouvoir être candidat. Donc on ne peut pas accepter, je ne peux pas laisser dire que la Constitution a été violée. Bon, maintenant, on peut dire, ce débat-là, on ne va jamais s'entendre là-dessus. Chacun des Ivoiriens a son opinion sur la lecture de la...
chacun des Ivoiriens sur cette question-là est devenu constitutionnaliste. Alors, monsieur, on voit à l'écran quelques images du palais présidentiel à Abidjan Plateau. Dans quelques instants, sans doute, les 3 personnalités vont faire leur sortie. On voit 3 micros qui sont, et sinon 6, voilà, qui sont installés. Sans doute que les 3 personnalités vont faire une déclaration. Mais c'était faux. Vous attendez à quelle déclaration? Pour vous, si Ouattara doit sortir pour parler, Bédié doit sortir pour parler, ainsi que Laurent Gbagbo, vous attendez quoi? Vous voulez entendre quoi de ces 3 personnes? Ben, ce que j'attends des 3 personnes, c'est que après leur entretien à huis clos, la loi fondamentale de la Côte d'Ivoire sera respectée. Vous êtes beaucoup attaché à cela? Oui, c'est la boussole. Sans la loi fondamentale, on est dans la monarchie. Donc, les 3 vont sortir. Ce qui a fondamentalement plongé la Côte d'Ivoire dans la crise, en général, c'est les élections. Et vous constatez que toujours, c'est à la veille des élections qu'on va venir faire, comment on appelle ça, un semblant de réconciliation. On va convaincre les acteurs à aller aux élections. Ce que j'attends vraiment des déclarations, c'est que désormais, nous les grands, vraiment, nous prenons l'engagement de respecter la constitution de la République de Côte d'Ivoire. De sorte à ce qu'on a une boussole, nous allons marcher sur cette boussole. Maintenant, pour ce qui concerne la vie de la nation, le débat ne va pas se limiter aux 3. Il faut qu'ils le disent. Qu'on va demander au président de la République vraiment d'ouvrir le débat à tous les acteurs de la vie au plan national pour que partout où il y a un petit cloisonnement, où il y a un petit problème, le président puisse noter ces problèmes-là et puis apporter une solution ou bien un début de solution à ces difficultés. Parce que la vie des Ivoiriens est devenue difficile. C'est vrai, on parle de cherté de vie. Ce n'est pas parce que c'est mondial qu'on ne va pas chercher à trouver solution. Vous voyez l'inondation. C'est vrai que dans d'autres pays, il y a l'inondation. Mais est-ce que l'Ivoirien peut aller se plaindre de l'inondation au Burkina? L'Ivoirien se plaint de l'inondation chez lui. Et celui qui a même de résoudre son problème, c'est qui? C'est le gouvernement, c'est le président de la République. Mais c'est ce à quoi il s'attelle. Et nous, notre rôle, c'est d'attirer leur attention sur ce qu'eux ne voient pas. Et nous disons toujours qu'avant les saisons des pluies, on a une constitution qui est calquée un peu sur la constitution française. En France, là, à la veille de l'hiver, le gouvernement prend des dispositions pour délocaliser les populations qui semblent ne pas supporter l'hiver. Et quand l'hiver finit, ils reviennent. Mais en Côte d'Ivoire, ici, on attend les saisons des pluies. Et puis, les gens qui n'avaient pas de crevasses ou de ravins devant chez eux, quand ça se creuse pendant les saisons de pluie, on dit non, leur vie est en danger. Au lieu de les aider à sortir de là, on vient, on dit sortez de vos maisons et puis on envoie machine, on casse. D'accord. Ça, ce n'est pas normal. C'est ça le vrai problème des Ivoiriens. On vous a compris, vous attendez de ces 3 personnes qu'elles fassent une déclaration après leur rencontre pour affirmer leur attachement au respect de la loi fondamentale. Alors, M. Betta, avant cette rencontre, on a vu le président Bédié qui a rencontré le président Gbagbo. Pour vous, cela répond à quoi? Non, les 2 acteurs ont déjà montré leur volonté d'unir leurs forces dans la bataille pour la conquête du pouvoir. Je voulais juste préciser que les images que vous voyez, ce sont des anciennes images. Voilà, ce sont les images de la rencontre entre le président Bédié et le président Ouattara. C'était en novembre 2020. Exactement. Allez-y, M. Betta. Donc, comme je le disais, les 2 hommes ont montré suffisamment leur volonté d'unir leurs forces face à ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme la conquête du pouvoir. Dans la quête du pouvoir, ils ont décidé d'unir leurs forces et je crois que c'est de bonne loi. Il faut le saluer parce qu'il ne faut pas se cacher que Laurent Gbagbo vient de prison. Bédié, il avait une alliance avec Ouattara qui s'est rompue. Donc aujourd'hui, pouvoir voir Laurent Gbagbo et Bédié s'unir, c'est déjà bon pour la Côte d'Ivoire. C'est montrer que les hommes politiques, au-delà de leurs divergences, peuvent unir leurs énergies pour des causes nobles. Et je crois que c'est ce qu'il faut entendre par cette volonté de s'unir. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont voulu quand même harmoniser leur vue avant d'aller rencontrer le président Ouattara. Et ils l'ont fait. Je crois qu'aujourd'hui, au sortir de cette rencontre-là, ils auront le même discours. D'accord. Mais Jean, Kofi, est-ce que cette rencontre entre le président Bédié et le président Laurent Gbagbo, avant celle-ci, augure d'un avenir meilleur pour l'opposition ivoirienne?
Non, je pense qu'ils sont dans leur stratégie, dans le cadre de la coalition pour la conquête du pouvoir. Mais ça, c'est ce qui est de bonne loi, parce que quand même, l'action politique, c'est de la stratégie. Et la stratégie, c'est comment on se met ensemble pour battre le concurrent. C'est l'essence de la stratégie. Le concurrent ici, ça pourrait être l'adversaire Ouattara. Donc je pense que c'est de bonnes lois et que les gens se retrouvent pour affiner leur stratégie, parce qu'ils ont des dossiers en commun pour voir. C'est un véritable jeu de rôle, puisqu'ils vont à un échange. Et c'est un échange, c'est la droit de donner et de recevoir. Donc comment ils disent pas que les sujets, et comment ils font pour obtenir le maximum de bonnes réponses au regard des requêtes qu'ils auront à formuler. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Je pense que c'est une bonne approche. Alors, M. Tefou, oui. Vous faites partie du GPS qui est dans l'opposition. Est-ce que vous avez été approché par le président Laurent Gbagbo ou le président Bédié pour essayer d'harmoniser les vues avant cette rencontre? Je voudrais vous dire, avant de répondre à cette question, que l'expérience du vécu nous a démontré que pendant les élections présidentielles, il est difficile qu'un seul parti puisse accéder au pouvoir. Je me souviens de 2010, le président Alassane Ouattara, avec le RDR, a eu le soutien du président Henri Konan Bédié pour qu'il devienne président. Et je pense que quand on est dans l'opposition, nous sommes dans la conquête du pouvoir, donc c'est le même objectif. Quand on a le même objectif, on unit ses forces pour qu'on puisse accéder au pouvoir. Et la meilleure façon d'accéder au pouvoir, c'est ce que Ouattara avait fait. Ça avait suscité beaucoup d'espoir. Mais l'espoir s'est évanoui quand les alliances ont commencé à se casser. Vous voyez, on ne peut pas accéder avec l'énergie de tous au pouvoir et puis à la fin, venir gérer seul, ça devient difficile. Aujourd'hui, le président Guillaume Soro de GPS et Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo sont en contact et sont en bonne intelligence. Ils ont échangé relativement à cette rencontre? Non, ça, je ne suis pas à ce niveau-là pour répondre. Je ne suis pas mandaté pour venir dire s'ils se sont rencontrés ou pas. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont le même objectif, la conquête du pouvoir. On a vu ça en 2010. Sur la base de cette expérience, il est de bonne loi que l'opposition unisse ses forces. Surtout que la gouvernance qui nous est proposée aujourd'hui crée des difficultés à l'Ivoirien lambda. Il faut chercher à vaincre cette gouvernance-là pour proposer de nouvelles offres politiques de gouvernance à ce pays-là. Je pense que l'expérience, comme les deux le disaient, l'expérience des anciens présidents, quand tu es au perchoir et puis que tu quittes, il y a une nouvelle expérience, tu dis, ah, quand j'étais là, je n'ai pas pu faire ça là, mais si je viens, je pourrais faire ça. Je pense que c'est une nouvelle expérience qu'ils ont vécue, mais s'ils se mettent ensemble, qu'ils ouvrent les bras à l'ensemble de l'opposition, pour qu'on voit un peu un début d'espérance pour la Côte d'Ivoire, comme notre hymne national le dit. Ensemble, on est fort et ensemble, on a beaucoup plus de propositions de gouvernance à mieux gérer. D'accord. Alors, on voit toujours, là, ce sont les images de ce soir au palais présidentiel à Abidjan Plateau. Nous attendons toujours la fin de la rencontre entre les trois présidents, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédié. Sans doute, après les échanges, ils feront une déclaration. Nous attendons impatiemment de les écouter et puis décrypter ici sur ce plateau de l'Intelligent TV dans cette édition spéciale en ce jour du jeudi 14 juillet 2022 pour cette rencontre entre les trois grands. Alors, Beta Michel, qu'est-ce qui fait la différence, qu'est-ce qui fait la particularité de cette rencontre? On sait, Ouattara a rencontré Laurent Gbagbo, il a rencontré aussi le président Bédié, on a vu les images. Pour cette fois-ci, ce sont les trois qui se retrouvent. La particularité, c'est quoi? La particularité, il faut le dire, ça a été souhaité. Ça a été souhaité que les trois se retrouvent. Parce que dans la missive que le président Henri Konan Bédié a adressée en son temps au président Ouattara, dont nous avons eu copie, il a évoqué cette question-là. Maintenant, le deuxième symbole, c'est que là, Ouattara a l'occasion de rencontrer deux de ses prédécesseurs, c'est-à-dire c'est d'anciens présidents. Lui, en son temps, quand on le rencontrait, il n'avait été que Premier ministre. Aujourd'hui, lui, il rencontre
d'anciens présidents. Donc, ils ont l'expérience du pouvoir, de la gouvernance. Donc, ils peuvent lui apporter suffisamment d'éclairage sur certains sujets. Et je crois que c'est... Vous pensez qu'il manque d'éclairage sur certains sujets? Non, l'homme n'est pas censé tout savoir. Hein? Moi, je dis souvent, la meilleure école, c'est l'expérience. La meilleure école, c'est l'expérience. C'est pourquoi souvent... Le vécu, voilà, comme mon frère le dit. Le vécu. C'est quand tu as vécu quelque chose, c'est quand on dit souvent, celui qui a vu le lion et puis celui qui a entendu parler du lion ne court pas de la même manière. Donc, quand tu as vu le lion, tu sais au moins qu'est-ce qu'il faut éviter. Et je crois qu'il a l'occasion d'avoir l'expérience de deux de ses prédécesseurs. Et je crois que c'est un atout majeur qu'il doit saisir pour nous mener à cette paix durable que tant d'Ivoiriens attendent. Je le dis, la Côte d'Ivoire a été longtemps considérée comme une havre de paix. Et ça, il faut qu'on ne l'oublie pas. Il faut bien nous enseigner que le dialogue est l'âme des forts. Et c'est ce dialogue-là qui a construit la Côte d'Ivoire. Il faut qu'aujourd'hui, maintenant que l'opposition a l'occasion de donner des gages d'espérance, de sa volonté de voir la Côte d'Ivoire ne plus sombrer dans la belligérance, mais avoir une opposition responsable qui pose les problèmes et qui essaie de trouver des solutions en dialoguant, en continuant le dialogue, je crois qu'il faut s'en saisir. Vous savez, Laurent Gbagbo a dit une phrase en son temps, il dit si tu ne veux pas voir Laurent Gbagbo, tu verras Laurent Désiré Kabila. Parce que si tu ne veux pas avoir les hommes pour dialoguer, tu auras les hommes pour t'attaquer militairement. Donc je crois que l'occasion aujourd'hui, en donnant ces gages de discussion-là, il faut que le président actuel s'en saisisse pour nous emmener de l'avant. Alors, M. Mézan, c'est une occasion pour le président Ouattara d'accumuler des expériences. Oui, je pense que ne faut pas donner non plus l'impression que le président n'a pas entrevu ça il y a longtemps. Moi, je suis militant du RDA, il a dit militant du RHDP, le président Ouattara est un homme de paix. Et il ne faut pas donner aussi l'impression, ces deux personnes qui rencontrent aujourd'hui en tant qu'ancien président ont été des acteurs politiques dans l'opposition. Parce que nous, on a fait le Front républicain avec Laurent Gbagbo. Après, on a fait le RHDP avec Henri Konan Bédié. Donc, en termes d'expérience politique, le président Ouattara, c'est quelqu'un qui a une forte expérience professionnelle et politique. Mais il y a aussi l'expérience de Laurent Gbagbo, j'ai pas fini. Je n'élude pas le fait de rencontrer deux chefs d'État, un homme ne peut pas tout savoir. Donc il y a forcément un partage d'expérience. Et aujourd'hui, la symbolique, c'est la réflexion de la projection. La réflexion de la projection en mettant au centre la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, qui sont chers à eux tous. Faire en sorte que la Côte d'Ivoire, qui a amorcé ce développement, parce qu'on ne le dit pas assez, j'ai entendu Tefou parler des inondations, mais la Côte d'Ivoire est un pays qui est en paix. Aujourd'hui, partout où vous passez sur l'étendue du territoire, toute la Côte d'Ivoire est en chantier. Ouattara en arrivant. Mais c'était fou, vous aurez l'occasion de nous donner votre appréhension. Vous n'allez pas me faire l'injure de savoir que je ne vais pas faire l'analogie entre le développement et la paix. Parce qu'entre la paix et le développement, il y a forcément une analogie, il y a forcément un lien. Vous ne pouvez pas me faire cette injure. Parce que tant qu'il n'y a pas de paix, tout ce qui est en train de se faire en termes d'infrastructure, on ne peut pas le faire. Donc, sans paix, il n'y a pas de développement. Donc, je vais dire, c'est vrai qu'on aspire à une paix définitive, à une paix durable, à une paix consolidée, mais on ne peut pas balayer du revers de la main ce qui existe et ce qui est en train d'être fait par le président Ouattara du point de vue infrastructurel. Toute la Côte d'Ivoire, je l'ai dit, est en chantier. Et tous les problèmes, il n'existe pas au monde de pays qui n'ait pas de problème d'inondation. Même en France, il y a des inondations. Voilà. Alors, quand vous dites que toute la Côte d'Ivoire est en chantier, est-ce que ce n'est pas le fait d'une opposition pacifique, comme M. Betta l'a dit? Mais qui a créé l'opposition pacifique? Qui a créé l'opposition pacifique? L'opposition pour qui il y a celui qui a... Mais bien sûr. Donc c'est l'opposition en ce temps qui a créé l'opposition. L'acteur clé de la paix, l'acteur clé de la paix en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Vous me rejoignez, vous voyez. L'acteur clé de la paix en Côte d'Ivoire, donc l'acteur clé des difficultés également, c'est lui. Mais pas du tout. Ah, mais... Pas du tout. Mais attendez. Mais de quelle difficulté vous passez? La difficulté, c'est l'application de la Constitution. Oh non, mais vraiment, il ne faut pas nous ramener de manière rébarbative à la Constitution. Non, pas du tout. Je pense que il faut qu'on avance. Allez-y, monsieur Mézan. Si on veut faire le débat de la Constitution, on va en faire un thème. Mais je dis la Constitution. Si on veut faire le débat de la Constitution, on va en faire un thème d'une émission. Non, je vais dire
que tu en as parlé largement, on a compris, on t'a suivi. Si je ne suis pas en train de dire que la Constitution n'est pas la règle fondamentale, non. La Constitution a appliqué, tu sais qu'elle a été appliquée. Je te dis, les gens de GPS, je comprends votre problématique, hein. Je comprends, je veux pas, il y a des débats dans lesquels je n'ai pas voulu, je ne veux pas m'engager ce soir. Pour moi, il ne faut pas qu'on perde de vue que cette rencontre-là doit faire en sorte que la Côte d'Ivoire, qui je l'ai dit, est sur une très bonne pente, puisse consolider cette pente. Et cette rencontre-là devrait, de mon point de vue, contribuer à ça. Au regard, et comme vous l'avez dit, je suis d'accord avec vous, de l'expérience des anciens chefs d'État. Parce que le président Laurent Gbagbo a été 10 ans président de la République. Le président Henri Konan Bédié a été dans la canne du pouvoir pendant longtemps. Il a été président de la République pendant, je crois, 7 ou 6 ans. Il a donc une bonne expérience de la gestion de l'État. Cette expérience-là peut être profitable au président Ouattara. Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Et chacun d'eux, aucun d'eux ne ménage aucun effort pour faire en sorte que les choses puissent avancer. Et de ce point de vue, mais je suis entièrement d'accord que cette rencontre-là, elle est louable et que je suis convaincu. On attend tout à l'heure les déclarations qu'elle fera, elle nous permettra d'avancer. Parce que c'est une des recommandations fortes du dialogue politique qu'il y a eu. Et il a dit, c'est cette recommandation-là que le président Bédié a transcrit dans sa lettre qu'il a adressée au président pour que cette rencontre-là soit, j'allais dire même le point de départ de la mise en œuvre de toutes les actions qui vont suivre. Donc on attend beaucoup de cette rencontre. Et prions Dieu que cette rencontre-là permette que la Côte C'était faux, cette rencontre, ça pourrait être le point de départ de la mise en application des recommandations politiques, du dialogue politique, comme le pense M. le Méisan. C'est notre souhait. Vous savez, quand nous on parle, les gens pensent que c'est parce que Guillaume Soro est en exil, nos amis sont en prison. Oui, c'est pas du tout facile. Hein. Quand vous avez vos amis qui sont en prison, moi je viens de la prison. Quand vous avez vos amis qui sont en prison, alors que ceux-là ont posé des actes forts pour ceux qui sont actuellement les gestionnaires du pays, vous posez la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai fait? Nous disons tout simplement que le président Alassane Ouattara est l'acteur majeur de la consolidation de la paix, de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire revenir Guillaume Soro? Oui, la Constitution dit que nul Ivoirien ne peut être maintenu en exil. Il faut appliquer. Il faut appliquer. Les Ivoiriens qui sont en prison, c'est des acteurs politiques. Oui, hier, la direction du RDR a été jetée en prison. Vous avez su ce qui s'est passé, non? Ce qui a suivi après là. Tout le monde a vu. Vous voyez, aujourd'hui, la particularité de la rencontre d'aujourd'hui, vous savez c'est quoi? Dites-nous. C'est que le président Alassane Ouattara est au pouvoir. Il rencontre deux qui n'ont pas quitté le pouvoir par une alternance pacifique. Après 2 mandats, il doit se rendre compte que lui, il tire le meilleur dividende de la paix en Côte d'Ivoire, plus que quiconque. Mais parce qu'il a continué à construire ça. Oui, justement. La paix n'est pas venue ex nihilo. Parce que quand tu es le dirigeant du pays, tu ne veux pas avoir de troubles. Tu ne veux pas avoir de difficultés. Et les troubles et les difficultés viennent de quoi? Des rancœurs, de l'injustice. Je vous ai parlé de la direction du RDR, vous le savez. Moi, je le dis vraiment avec la main sur le cœur, que j'appelle de tous mes voeux que le président Alassane Ouattara rentre dans l'histoire. Qu'il n'attende pas qu'on lui demande pardon. Qu'il applique la Constitution. D'accord. Non, je termine. Qu'il fasse rentrer les fils de la Côte qui sont en exil. Qu'il libère ceux qui sont en prison pour leur montrer que même libéré, vous pouvez rien me faire. D'accord. Il est fort. Je vous ai dit, il a tous les leviers pour la sécurisation du territoire. Il a démontré parce qu'on a essayé. Non, il faut qu'il le président Ouattara sera fort que lorsqu'il doit faire rentrer. Mais c'est la seule façon d'être fort. D'accord. On vous a bien compris. Non, il ne faut pas limiter. Donc Guillaume Soro et tous ceux qui sont à l'extérieur d'après vous et tous ceux qui sont en prison. S'il l'a fait, il ne dira pas que c'est parce que vous m'avez demandé. Je l'ai fait parce que j'estime que c'est mes enfants, c'est des Ivoiriens. Je l'ai fait parce que l'héritage que je veux donner à la Côte d'Ivoire, c'est l'expérience, l'héritage de la tolérance, du pardon.
que je vais donner à la Côte D'accord. d'Ivoire. Monsieur Beta, pour vous, quel est l'acte que Ouattara doit poser pour marquer l'histoire? Non, il faut le dire. Vous savez, on a une histoire qui est récente. La Côte d'Ivoire, une histoire de crise, hein, je veux dire, qui est très récente. Parce qu'en 2010, nous avons vécu la crise post-électorale. Et lorsqu'il s'est agi de rencontre, Ouattara a refusé de rencontrer Laurent Gbagbo. Voyez-vous? Ah bon? À quel moment? Non, s'il vous plaît. Laurent Gbagbo a demandé de rencontrer Ouattara pendant la période de crise. Ouattara a refusé. Il a demandé à Laurent Gbagbo de démissionner d'abord avant de le rencontrer. Bref, pour dire quoi? Pour dire que lorsque la vie de la Côte d'Ivoire est engagée, il n'y a pas de sacrifice trop grand. Aujourd'hui, il a appelé ses prédécesseurs, ils sont là, ils sont au palais. Mais monsieur Beta, pas dans le même contexte. Hein. Non! Il faut contextualiser non, aussi quand tu dis il faut contextualiser, j'en viens pour te dire en 2020, lorsque tu as parlé du CNT, ça peut te rappeler ça, tu as parlé du CNT, lorsqu'il y a eu le CNT, quand Ouattara a demandé à rencontrer Henri Konan Bédié, il est parti. Non, c'est parce qu'ils ont été défaits. Défait, c'est-à-dire. Non, quand toi tu estimes défait, je te dis que il faut le faire par l'exemple. Donc vous comprenez. Vous comprenez par l'exemple qu'il faut pas leur. On connaît les objectifs. Non, on veut faire comprendre dans les rapports de force. Monsieur, s'il vous plaît, on va se non, monsieur, sinon c'est un rapport de force, s'il vous plaît. Alors que on a pas comme ça, c'était fou. C'était fou, monsieur. J'ai apprécié. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je dis que on va s'écouter, monsieur Beta, vous avez la parole. Allez-y. Voilà, comme il m'a dit de contextualiser, j'ai contextualisé pour lui dire que quand il s'agit des rencontres, il n'y a pas de sacrifice trop grand. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous parlez de l'acte que Ouattara doit poser, il peut rencontrer Soro Diop. Qu'est-ce que c'est? Je vous donne. Non, c'est pour dire que, en fait, si ce sont des actes qu'il faut pour aller à la paix, il faut le faire. Il faut le faire. Donc je dis, quand l'opposition montre que, quel que soit le sacrifice, ils sont prêts à payer pour aller à la paix. Moi, je crois que le président aussi ne doit pas ménager ses efforts pour cette paix. D'accord, pour vous, le président Ouattara va rentrer dans l'histoire s'il rencontre Guillaume Soro. Non, pas seulement Guillaume Soro, c'est tous les acteurs politiques avec qui il est en conflit frontal, y compris Soro Guillaume. D'accord. Monsieur Meizan, une rencontre Ouattara-Soro, vous voyez... Mais elle n'est pas exclue. Elle n'est pas exclue. Oui. Et je suis convaincu que cette rencontre-là aura lieu. Elle n'est pas du tout exclue. Parce que Guillaume Soro... On en parle actuellement beaucoup au RHDP. Oh, je ne suis pas, pour reprendre les propos de mon frère, je ne suis pas mandaté, mais le militant que et le parcours que j'ai eu, et connaissant le président Ouattara, l'homme magnanime, l'homme de paix, je suis convaincu que la question de Guillaume Soro sera résolue. Mais c'était estimé qu'il allait trop loin. Non, le pardon est une œuvre divine. Et le président Ouattara, vous voyez, le président montre à travers chaque jour des actes qu'il pose. Prenez le cas du ministre Amontano. Il a tenu des propos d'une certaine nature au stade Félix Houphouët-Boigny pendant la période électorale. Mais après, le président a parlé avec Amontano. Il est aujourd'hui à ses côtés, il travaille avec lui. Donc le président que je connais, l'homme de paix, je suis convaincu que ces questions-là se seront... C'est un homme ouvert pour vous? Mais bien sûr. Je n'ai aucun doute que ça va se faire. D'accord. Il a été ouvert depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Sinon, quand il était dans le projet, il a toujours été ouvert. Le président Ouattara celui qui voulait frapper le pouvoir. Le président Ouattara, bon qu'il a frappé. Celui qui dit qu'il va dans ce pays ingouvernable. Non, s'il vous plaît. Le président Ouattara est un homme de GPS. Le président Ouattara est un homme de dialogue, est un homme de paix. À travers sa carrière politique, à travers sa trajectoire politique, c'est un homme de belligérance, c'est un homme d'affrontement, la preuve en est qu'il est au pouvoir, il est en train de transcrire la paix en Côte d'Ivoire. Parce que n'oubliez pas que la Côte d'Ivoire n'a pas été attaquée depuis 2011. Ne nous voilons pas la face
comme quoi la Côte d'Ivoire n'a pas été attaquée, hein, c'est parce que le président Ouattara a pris les dispositions. Parce que c'est ça aussi gérer un État. Non, mais écoutez, vous pensez que la Côte a été attaquée depuis l'opposition n'a pas montré. L'opposition, non, CNT, c'est une réponse à la violation de la Constitution. Monsieur Pétain, c'est une réponse à la violation de la Constitution. ce n'est pas... Vous allez laisser M. Meïzan aller au bout de ses idées. Non, mais c'est et après, je vous donne l'assurance. Vous aurez la parole. C'est pas encore la parole. Hein. Allez-y, vous aurez la parole, M. Defou. Je vais dire, en 30 secondes. En ce qui concerne la paix en Côte d'Ivoire, on a l'impression qu'il n'y a rien qui est fait. Non, ce n'est pas que le pays n'a pas été attaqué. Il y a eu beaucoup de tentatives qui ont été déjouées. C'est ça aussi gérer un pays. Quand on prend la tête d'un pays, on s'organise, on fait en sorte que quand le pays est attaqué, on puisse riposter. Et c'est ce que le président Ouattara a fait. D'accord, M. Defou, une rencontre Ouattara et Soro, c'est pas exclu selon M. Meïzan qui estime que Ouattara est un homme ouvert. Pour M. Beta, il est ouvert que lorsqu'il arrive au pouvoir. Nous voulons la preuve avec le président des GPS. Vous savez, en 2019, lorsque le président Guillaume Soro a engagé les discussions sur la base de RHDP, Parti unifié, le président lui a demandé d'adhérer. Il a dit que c'est précipité. Le président Ouattara est allé un peu trop fort. Lui, il le dit, hein, ça quand on était au RDR. C'est que Ouattara dit, il fait. Donc, ce qu'il a dit là, il faut que Guillaume Soro adhère au RHDP. Quand il a dit non, vous avez vu un peu le balai de l'actuel président de l'Assemblée nationale, Adama Bictoro. Tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Guillaume Soro a libéré le tabouret. Voilà d'où le conflit est parti. Aujourd'hui, Guillaume Soro en exil est ouvert au dialogue. Il ne cesse de le dire. Vous estimez que c'est Ouattara qui n'est pas ouvert? Non, pour l'instant, il n'est pas ouvert. Parce que s'il a pu dépêcher son chef de cabinet, s'il a pu dépêcher son chef de cabinet à aller vers Blé Goudé qu'il avait estimé le général de la rue hier, Guillaume n'a jamais eu d'opposition aussi farouche entre Ouattara et Guillaume Soro comme entre Ouattara et Blé Goudé. Mais vous avez la réponse? Mais justement, nous attendons du président Alassane Ouattara cet acte fort de faire entrer le président des GPS, d'assurer sa sécurité. Il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale. Alors, M. Tevou, quand je vous écoute, j'ai l'impression que pour vous, la paix en Côte d'Ivoire, c'est lié au retour de Guillaume Soro. Non, si Guillaume Soro est en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'on arrive à un développement que je vous donne certains détails. Sinon, je vous ai dit, c'est le respect de la Constitution. Si on a respecté la Constitution, les exilés rentrent. Oui, mais c'est cela, le respect de la Constitution pour vous, c'est quoi? C'est faire revenir les exilés. Oui, mais vous savez, actuellement, vous savez combien d'exilés il y a en dehors du pays? Mais c'est eux qui veulent rester. Même ceux du FPI. C'est eux qui veulent rester. Ils sont... Non, vous savez, le retour se prépare. Le retour d'un exilé, là, ça se prépare. Quand c'est des acteurs politiques majeurs, ils ne viennent pas comme ça. Vous savez comment ça se passe? Ce n'est pas des citoyens lambda. Les citoyens lambda, le HCR les prend, et bien les dépose. Et puis on leur donne des kits. Mais les acteurs politiques, il y a beaucoup de choses qu'il faut dénouer d'abord. Il faut assurer également leur sécurité, il faut assurer leur logement, etc. Vous savez que le président Ouattara a arraché la seule maison que Guillaume Soro avait. Non, comment le président Ouattara a arraché? C'est un patrimoine de l'État? Non, vous parlez du patrimoine de l'État. Non, c'est pas un patrimoine de l'État. Comment le président peut racheter un logement? C'est un patrimoine de l'État? Non. Bon, d'accord. La maison, c'est un patrimoine de l'État. Les affaires qui étaient dedans, les lits, les habits qu'on a mis en vente aux enchères, c'est patrimoine de qui? Ah bon, ça je ne saurais le dire. Mais en tout cas, le dire aussi. La maison, si vous dites que la maison c'est un patrimoine de l'État, il y avait des meubles dedans, il y avait des habits dedans. Ah, mais il y a des résidences de ce type-là où quand tu rentres, il y a tout. Ça, on est dans la politique politicienne. D'accord, M. Beta, vous disiez à l'instant que c'est lorsque Ouattara est arrivé au pouvoir qu'il est devenu un homme ouvert. Vous pouvez développer cela? Non, je le dis parce que son antécédent politique me demande suffisamment. Ouattara, on se souvient, sous Bédier,
C'est lui qui dit, je frapperai ce pouvoir moribond au moment opportun, il tombera. Et on a vu un coup d'État qui a suivi. Ouattara l'a dit, ce pouvoir, Laurent Gbagbo, le coup d'État, c'est pas Ouattara qui a fait. Non, mais c'est ses propos qui le trahissent. Si c'est pas lui, mais ses propos le trahissent. Non, je dis, Laurent Gbagbo aussi, on l'a entendu parler. Il a dit, et c'est encore visible sur certains tabloïds, hein, je peux vous les envoyer si vous voulez. Il a dit, hein, il va rendre ce pouvoir ingouvernable. Il a fait. Donc, vraiment, moi, je crois qu'aujourd'hui, est-ce que vous l'avez entendu, c'est pas ce sont les présidents qui sont faibles. Non, ne dites pas des choses comme ça, c'est trop grave. C'est trop grave. Vous suscitez quoi? Les rapports de force, non, on ne sait pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Je dis ça pour... Non, mais nous sommes là, les gens nous écoutent. Les gens nous écoutent. Moi, je dis, c'est pourquoi toujours j'aime... Ils n'ont pas bien protégé le pays. J'aime tirer le chapeau à l'opposition. Parce que vous savez, il est facile d'allumer les foules. Il est facile. C'est des anciens présidents. Souvent, quand les gens parlent, je pense qu'ils ne mesurent pas ce que c'est qu'un ancien président d'Afrique. Mais M. Beta, ce n'est pas faux de n'avoir pas essayé. Hein? Non, ils n'ont pas essayé. S'il avait essayé, il l'aurait dit. Il l'aurait dit. Ils n'ont pas essayé. Non, ils n'ont jamais fait. Au contraire, ils ont montré toujours qu'ils veulent aller à la paix, au dialogue. Ils ont dit à Ouattara, la Constitution ne te permet pas d'être candidat. Ils l'ont dit. Non, mais ce n'est pas quand tu vois la Constitution. Il y a une juste constitution. Non, attention. Et puis, les rapports de force, il est revenu dire on ne veut pas que le pays soit dans cette belligérance. Moi, je crois que quand des hommes politiques montrent leur volonté d'aller à la paix, il faut que tous les acteurs s'y inscrivent. Et que nous qui sommes les acteurs avertis de la scène politique, nous invitons tout le monde à s'y inscrire. C'est pourquoi aujourd'hui nous saluons cette rencontre-là et nous souhaitons qu'au sortir de cette rencontre-là, plus jamais en Côte d'Ivoire, quelqu'un ne veuille prendre les armes pour devenir président. Plus jamais une opposition ne soit aussi belligérante que celle qu'on a connue par le passé. Une opposition, elle peut s'opposer, mais par des actes plus louable. Et c'est ce que nous D'accord, c'est bien comme c'est ce que nous on a fait du RDN ou RHD pour prendre le pouvoir. L'opposition pacifique. Je voudrais préciser à l'endroit de tous nos téléspectateurs que nous sommes sur l'Intelligent TV qui vous permet de vivre cette rencontre entre le président Ouattara et ses prédécesseurs Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Comme vous pouvez le voir à l'écran, des images du palais présidentiel. On attend toujours la sortie des trois grands, comme on le dit, les trois grosses têtes de la politique en Côte d'Ivoire qui sont en train d'échanger en ce moment autour des questions qui intéressent la Côte d'Ivoire. Et puis juste après la rencontre, il y aura une déclaration et puis on pourra commenter ces propos-là pour vous ici sur ce plateau avec nos invités. Meïssa Kofi, nouvel cadre député du RHDP. M. Tefou Koné, ancien député à l'Assemblée nationale, cadre de GPS. Et Beta Michel, directeur de publication du journal Le Bélier. Alors, M. Meïssa, je vous donne la parole. Vous vouliez réagir aux propos de M. Beta, allez-y. Non, ce que je disais, je dis que je suis d'accord de ce qu'il dit. Mais j'ai l'impression qu'ils ont tendance à éluder les actions entreprises par le président de la République pour amorcer la paix. Il ne faut pas donner l'impression que la Côte d'Ivoire, lorsque le président Ouattara est arrivé au pouvoir, il n'y a pas eu de tentative de coup d'État pour renverser le régime Ouattara. Ça a été fait. Nous sommes contemporains de ça. Et c'était qui? Parce que s'il y a eu une tentative, il y a eu des enquêtes. Il faut nous donner les conclusions des enquêtes. Attends, c'est assez grave ce que vous dites. Pas du tout. Non, mais quelles sont les enquêtes? M. Beta, donnez-nous les résultats des enquêtes. Qui l'a fait? À son âme, le président, comment on appelle ça? Le ministre de l'Intérieur d'alors, le feu Ahmed Bakayoko à la télévision, faire des déclarations pour dire, pour évoquer les attaques qu'il y a eu. Oui, mais il n'a pas fait. Donc il y a eu des attaques. C'est des discours politiques. Non, sinon, quand il y a un coup d'État, on fait une enquête, on demande qui est l'auteur. On ne peut pas dire. Sinon, moi je te dis aujourd'hui, il n'y a jamais eu de coup d'État. Il y a quel élément? Non, pour dire, je continue dans ma trajectoire. Et le coup de ça, c'est l'organisation, la CNT. Mais c'était un coup d'État qui ne disait pas son nom. On ne veut pas nous le laisser dire, mais c'est ce qui est. C'est un coup d'État constitutionnel. D'accord, bien sûr, c'était un coup d'État. Le président Ouattara est dans sa trajectoire de paix. Et cette rencontre-là, il y tient. Et je pense qu'on sortira avec des informations. On attend qu'ils viennent intervenir pour dire que tout ce qui a été fait, c'est sous son auspice. D'accord. Il y a eu les dialogues politiques. Il y a eu plusieurs dialogues politiques avec le Premier ministre successif. Il y a eu des recommandations qui sont sorties de ce dialogue politique-là.
Tout ça, le cadre-là a été créé par le président Ouattara. Ne l'oublions pas. D'accord. Monsieur Tefo, vous demandez la parole. Oui, allez-y. je voulais toujours revenir sur cette position-là qui dit que il ne faut pas verser toujours dans les rapports de force. C'est-à-dire, je suis fort, je suis au pouvoir, je décide qu'aujourd'hui, on freine ici, je décide qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela, et puis tout le monde s'aligne. J'ai dit aujourd'hui que l'opposition qui est en face du président Ouattara est une opposition responsable, est une opposition qui aime le pays. Vous voyez le président Guillaume Soro avec ce qu'il subit. Cette opposition est accusée d'avoir essayé de renverser le pouvoir. Hein. Ça, c'est la politique. Quels sont les rapports d'enquête? Nous sommes allés en procès. Nous, on nous a accusés d'avoir intenté à l'autorité de l'État d'avoir diffusé des nouvelles fausses. Nous sommes allés croupir en prison, nous sommes sortis. Les procès, les dossiers sont vides, je vous le dis. Les dossiers sont vides. Et quand vous parlez en off, on vous dit, bon, vous savez, hein, bon, c'est vous-même les politiques. Hein. Donc ça veut dire que le politique est en train de manipuler les textes de la Constitution, la loi fondamentale. L'opposition qui est en face est une opposition responsable qui aime le pays. M. Betta le disait. L'opposition d'hier, avec les déclarations de va-t-en-guerre, aujourd'hui, quand tu critiques simplement le pouvoir, tu vas en prison. Oh, et les artistes l'ont dit. Non, mais c'est vrai. Les artistes l'ont dit. C'est mon camarade. N'exagérons pas. C'est mon camarade Traoré Mamadou. Non, n'exagérons qui vient d'être jugé le vendredi passé. N'exagérons pas. Moi-même, j'ai été jugé. Dans ce pays-là. J'ai mon ami et frère Soul to Soul qui est en prison. Oui, mais il n'a rien fait. Mais dis-moi ce qu'il a fait. Dis-moi ce qu'il a fait. Mais il y a bien des chefs d'accusation. Non, mais pourquoi moi, je ne suis pas en prison et non, mais quel est le chef d'accusation? Non, mais il y a tellement de chefs d'accusation. Pourquoi du PDC a été en prison et moi, Betta était dehors? J'ai dit. Je vais dire que c'est trop facile de dire que les gens sont en prison. Parce que j'ai la parole. Allez-y, monsieur. Vous vous souvenez en 99, vous vous souvenez, ils ont eu des chefs d'accusation. Vous vous souvenez non, c'est trop facile. Que Souleymane Kamaraté avait été arrêté parce que, non, je viens parce qu'on dit on a découvert des armes à sa résidence de Boaké. C'est parti où? Il a été libéré. Les armes là sont parties où? Aujourd'hui, on l'accuse de quoi? On est allé nous prendre ensemble. Nous étions au siège du GPS. Nous attendions Guillaume Soro, son retour. On dit, est-ce que ce n'est pas lui qui a donné l'information à Guillaume Soro que s'il descend en Côte d'Ivoire, on va l'arrêter? Il n'a qu'à dire que Guillaume Soro veut faire un coup d'État. Nous avons été libérés. Lui, il a été maintenu en prison. Attendez, c'est de la vie d'un Ivoirien, on parle. Et ils sont nombreux comme ça, ils sont en prison. Ils n'ont pas encore été jugés. On sait que c'est politique politicienne. J'ai dit le président de la République est le plus fort. Non, même quand on tue l'homme, on demande pardon, non. Mais bien sûr. J'ai dit le président Alassane Ouattara est le plus fort actuellement. Il est au-dessus de tous les magistrats. C'est pour ça qu'on dit la magistrature suprême. Quand ils prennent décision là, le juge applique. Monsieur Betta, vous êtes d'accord avec moi? Oh, c'est pas vrai. Mais si. C'est pas vrai. Mais quand il a signé pour l'amnistie, exemple de décision prise par le président de la République, par la justice. Quand il a signé pour libérer 3000 détenus à la veille des indépendances, les juges appliquent ou bien ils n'appliquent pas? Est-ce qu'un juge dit que non, moi je l'ai jugé telle date, il n'a pas encore purgé sa peine? Ah mais oui, on ne libère pas n'importe qui. Ce sont des prisonniers de droit commun qui ont été jugés, condamnés. Les prisonniers politiques. Madame Simone Hervé Gbagbo. Non, vous allez demander des exemples. Madame Simone Hervé Gbagbo avait été condamnée pour combien d'années? 20 ans. Est-ce qu'elle est en prison? Actuellement, est-ce qu'elle est en prison? Elle a été libérée. Mais elle a été graciée, c'est une mesure exceptionnelle qui a été prise. Donc qui l'a graciée? C'est le président. Mais je vous dis que le président il est fort. Vous êtes en train de dire non, est-ce qu'il n'est pas fort? Est-ce qu'il n'est pas fort? Il est fort parce que il est le président de la République. Il est le chef de l'État. Quand on dit chef de l'État, là, il est fort, M. Maïsan. D'accord, monsieur. S'il décide, on libère. Alors que lui, il est à la recherche de quoi? De la réconciliation. Il n'a qu'à libérer les prisonniers politiques.
Il n'a C'est qu'à pas faire des faire politiques. venir les exilés. Ce ne sont pas des Moi, gens qui sont allés en prison. Monsieur, s'il vous plaît, des personnes qui sont allées en prison s'il vous plaît, on va s'écouter. et leur appartenance. Guillaume Soro voulait faire coup d'État. Le président Guillaume Soro était à la tête d'une rébellion. Pourquoi quand le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir Mais c'était fou. en 2011, Mais c'était fou, s'il il vous n'a plaît. pas fait arrêter Guillaume Soro pour le C'était mettre fou. en prison pour avoir fait rébellion. Mais c'était fou. Quand on prend les armes. C'est ça, non? S'il vous plaît, on va s'écouter. Donc le président est puissant. L'émission est Je suivie termine. par les internautes qui apprécient Comme apparemment j'avais la parole. la courtoisie dont vous j'avais la faites parole. montre sur ce plateau. Bien sûr. Je pense qu'on doit rester Comme j'avais la parole. même, Je termine. dans cette même dynamique. Voilà, on va s'écouter, D'accord. laisser chacun s'exprimer, Donc, aller au je bout de termine. ses idées. Allez-y rapidement, en 30 secondes. Je vais saluer le président Alassane Ouattara quand il va poser cet acte fort, plus fort que la rencontre du président Bédié et du président Laurent Gbagbo. Parce que c'est un vœu depuis longtemps des deux présidents qui ont demandé le retour des enfants de Côte d'Ivoire au pays, qui est inscrit dans la Constitution, qui ont demandé la libération des détenus politiques et militaires qui sont liés aux différentes crises en Côte d'Ivoire. Si le président Alassane Ouattara a posé ses actes, il va faire appel maintenant dans le processus de la réconciliation, comme M. Betta l'a dit, qui est un processus. C'est là maintenant les débats sont engagés. Vous mettez mon frère en prison et puis vous me dites de venir participer à un débat. Quand je viens, la seule condition que je vais demander, c'est libère mon frère. Libère mon frère. C'est pas ça. Si mon frère est libéré, on est libre maintenant de venir causer, de parler maintenant de la Côte d'Ivoire. Mais là, quand on parle de la Côte d'Ivoire, c'est d'abord de la vie des Ivoiriens. Sinon, quand on dit la Côte d'Ivoire est attaquée, là, la terre de Côte d'Ivoire, même si tu t'en mets une pioche ou bien une machette dedans, là, personne ne va te dire mot. D'accord, mais vous si avez tu as compris. tailladé un Ivoirien, on va réagir. On va te interpeller. J'ai dit, le président de la République, vraiment, moi-même, aujourd'hui sur le plateau, je termine mes propos tout à l'heure par ça, je lui demande pardon. Elle dit, actuellement, tu es fort. Pose des actes forts qui libèrent le citoyen ivoirien, Mais cette rencontre, c'est qui pas un libèrent les accord. familles ivoiriennes, qui depuis des années et des décennies n'ont pas vu leurs parents à la maison. Des enfants qui étaient mineurs sont devenus majeurs. Ces enfants-là vont garder quoi dans leur cœur? Parce que ça a déjà commencé, on a vu. J'ai Boubou dit, qui a c'est reçu ce son- que j'attends. son passeport. Et j'ai dit, s'il Parce que chaque chose a son temps, pose doit cet venir. acte, il va rentrer dans l'histoire. Parce que le temps qui lui reste n'est pas beaucoup. Hein. Parce que le pouvoir, Ah bon, quand on l'a, il lui reste combien de temps? Non, c'est pas beaucoup. Parce que nous-mêmes, on est sur terre. Le temps qui nous reste n'est pas beaucoup. D'accord, on vous a En compris. ville, c'est pour monsieur cela qu'il faut Tefo. poser des Monsieur bons Tefo, actes. on vous a compris. On va donner la parole à M. Betta. Allez-y, réagissez. Non, mais moi je pense que tout a été plus ou moins évoqué. Aujourd'hui, nous attendons le discours qui sortira de cette rencontre-là pour mieux apprécier l'ampleur de la rencontre. Mais pour l'instant, nous sommes tout oui et nous croyons qu'au sortir de cette rencontre-là, vraiment des choses nouvelles et bonnes pour la population, pour la Côte d'Ivoire, pour la réconciliation, pour la paix, pour des élections apaisées, sortiront de cette rencontre. D'accord. Merci à vous d'être en compagnie de nos programmes. Vous êtes sur l'Intelligent TV pour la rencontre entre le président Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la réconciliation, de la paix pour des élections apaisées. Alors, on a les élections municipales et régionales qui arrivent sans doute l'année prochaine. Monsieur Mézan, comment vous voyez ces élections qui arrivent? Je pense que on pourrait même qualifier ces élections-là d'élections de mi-mandat. C'est quasiment en milieu de mandat. Je pense que ça pourrait permettre d'avoir un bon baromètre par rapport à ce qui va venir. Et ce sont des élections qui ont une typologie particulière au regard du caractère, c'est vrai. Bon, on a tendance à politiser ces élections-là. Mais ce sont des élections éminemment de développement local, la mairie et le conseil régional. Et c'est une élection qui vient montrer la contribution des fils, parce que ces localités-là sont occupées par, la plupart du temps par des fils de ces localités-là, à qui l'État donne une partie de ses ressources, donc le transfert de leur pouvoir pour assurer le développement local. Donc ce sera aussi un moment de bilan parce qu'il faut le faire. Dans tous les pays du monde, le développement s'est accéléré à travers
la décentralisation. Et je vois que le président, à travers la mise en place d'un instrument, un instrument de développement local, le gouvernorat, qui contribue à faire en sorte que les projets de l'État qui sont dans le district puissent être suivis, parce que ce à quoi on a assisté, je suis un élu local et je sais de quoi je parle, ce à quoi on a assisté et qu'on assiste aujourd'hui, et lorsque l'État met à la disposition des ressources pour contribuer au développement local, on n'a pas toujours un instrument avec les structures qui se chevauchent et qui marchent les uns sur les autres. Finalement, on n'a pas un bel instrument de suivi du programme de ces activités-là. Et aujourd'hui, avec l'avènement du gouvernorat, dont la mission première est de... Alors, on voit des images. Semble-t-il que les trois personnalités ont fini d'échanger. La porte, elle est ouverte. Nous sommes à 18h23. Et nous attendons toujours la sortie des trois personnalités pour la déclaration que nous pourrons commenter ici sur ce plateau avec nos invités. En attendant que les trois présidents ne fassent leur arrivée devant le pupitre. Alors, M. Tefou, on parlait des élections de 2023. Cette rencontre, c'était justement pour se donner des idées pour des élections apaisées. Comment vous voyez les élections de 2023? J'avoue que initialement, les élections se passaient dans des périodes vraiment à moins de 6 mois des élections présidentielles, puisque ce sont, comme l'honorable Maïsan l'a dit, des élus locaux dans le démembrement du pouvoir étatique qui descend dans les localités. Donc c'est un suivi, une continuité de l'action du gouvernement. Malheureusement, ce que je déplore, avec tout ce qu'on a eu à décrier, vous voyez que les crises successives ont fait décaler les élections. Aujourd'hui, nous serons en 2023 pour une élection qui aurait pu avoir lieu en 2021, juste après les élections présidentielles et législatives. Vous comprenez que quand on dit que la Côte d'Ivoire est en crise, les gens pensent que non, c'est quand des gens prennent des armes pour attaquer la Côte d'Ivoire qu'on dit que la Côte d'Ivoire est en crise. Ça, c'est un élément fondamental de la Côte d'Ivoire en crise. Est-ce que ce n'est pas constitutionnel? Non, je viens. Je termine. Vous savez, enfin, quand vous parlez chaque fois de la Constitution, non, vous avez parlé, je vous ai laissé. En 2016, quand nous avons reçu la Constitution, le projet de Constitution, elle avait été demandée exceptionnellement à ce que, après les élections présidentielles, il y ait une refonte pour qu'on puisse mettre les compteurs à zéro. Mais je pense que la politique politicienne de vouloir récompenser des acteurs politiques du RHDP ou bien d'avoir beaucoup plus d'élus locaux pour mesurer le poids du parti a pesé en faveur du non-suivi de cette recommandation. Non, mais je veux dire que on vous a compris tous les deux. On va laisser la parole à M. On voit à l'écran le président Alassane Ouattara. Juste derrière lui, on a le président Laurent Gbagbo et puis derrière, on a le président Bédié. Voilà, les trois vont se tenir debout devant le micro. On va demander à la régie de nous donner le son, si possible. Je suis avec mes prédécesseurs, le président Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo. Nous avons eu une très bonne séance de travail et nous sommes convenus que le Benjamin Laurent va lire un document pour rendre compte des échanges que nous venons d'avoir. Doyen, vous êtes d'accord avec ça? Absolument. Bon, d'accord. Voilà. Bien, Benjamin, tu as la parole. La rencontre de ce jour a été une rencontre de retrouvailles pour renouer le contact et échanger dans la vérité leur vue sur toutes ces grandes questions. Le président de la République et ses deux prédécesseurs ont exprimé leur volonté de faire de cette première rencontre un levain de la décrispation du climat socio-politique national
en Côte d'Ivoire. Le président de la République a salué la spontanéité de la réponse réservée à son invitation. Les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, pour leur part, ont exprimé leur reconnaissance au président Alassane Ouattara pour son accueil fraternel. Je vous remercie. Voilà. Alors, je voudrais ajouter que je disais à mes prédécesseurs que les uns et les autres considèrent que c'est une réunion extraordinaire. Mais l'on doit considérer qu'elle est plutôt ordinaire et qu'elle sera régulière. Et chaque fois que mes prédécesseurs auront le temps de reprendre ces échanges, je leur ferai appel pour recueillir leurs avis et leurs recommandations. Je trouve que ce sera une très bonne chose pour la nation d'entendre et d'écouter mes prédécesseurs, leur connaissance du pays, leur expérience, évidemment aussi le poids politique qu'ils représentent. Donc nous aurons l'occasion de nous revoir régulièrement en fonction de leur disponibilité. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Alors nous sommes de retour sur l'Intelligent TV. Nous vous avons permis d'écouter les propos des présidents Ouattara Bédié et puis Henri Konan Bédié. Alors M. Betta, on a tous écouté Laurent Gbagbo que le président Ouattara a qualifié de Benjamin, qui a lu la déclaration. Qu'est-ce que cela vous inspire? Quel est votre commentaire? Le premier commentaire qu'on fait de cette rencontre, c'est d'abord les retrouvailles, comme ils l'ont indiqué eux-mêmes, c'est-à-dire des retrouvailles. Donc, et la deuxième chose, parce que là, maintenant, il faut le voir après le discours. Il faut analyser cette rencontre-là après le discours. Là, il faut voir, ils ont situé ça dans une situation de retrouvailles et ils ont dit aussi l'éveil de décrispation. Donc, je dis que ça répondait à ce que nous disions ici. Un levain de décrispation, c'est pour dire que désormais, le point que constituait cette rencontre-là va permettre de décrisper toutes les autres situations qui sont bloquées, telles que la conduite du processus électoral, telles que le retour de certains exilés, telles que les différents avantages qui sont liés à la fonction d'ancien chef d'État et des partis politiques qui animent la vie politique, leurs avoirs qui sont bloqués. Bref, pour dire qu'aujourd'hui, nous espérons que ce ne sera pas seulement un vain discours, mais il va se traduire dans les actes, comme ils l'ont souhaité, ils l'ont indiqué eux-mêmes, un levain de décrispation pour que la Côte d'Ivoire connaisse une vie politique décrispée. C'est-à-dire une vie politique dans laquelle on n'a pas peur des élections. Une vie politique dans laquelle, lorsqu'il approche les élections, chacun va juste déposer son bulletin dans les urnes et il va casser ses occupations parce que l'après-élection n'est pas une situation de crise. Voilà un peu comment j'appréhende après ce bref discours, parce qu'il faut le dire, c'est un discours très bref. Je pense même qu'il a duré moins de 2 minutes, si j'ai bien suivi. Donc c'est dit qu'ils se sont retrouvés et de là, je pense que rien n'est véritablement sorti, puisque là c'était les retrouvailles. Ils ont mis certainement les autres points à débat à d'autres occasions. D'accord. Monsieur Maison, commentaire? Non, moi je suis entièrement d'accord avec ce que M. Betta dit. Je pense que c'est ce qu'on a évoqué sur le plateau, que cette rencontre contribuerait à décrisper, parce que le président l'a indiqué, ce sont des personnes, des différents présidents dont le poids politique n'est pas à démontrer, parce qu'à eux trois, ils entraînent avec eux l'ensemble, en tout cas la quasi-totalité de la population ivoirienne, et donc ce sont des gens qui ont un poids. Le président a également indiqué, ça on en avait également parlé, leurs expériences. Le président a indiqué qu'il reçoit ses prédécesseurs au regard de ce qu'ils aient été président de la République, et de par cette posture qu'ils ont eue là, naturellement ils peuvent aider à faire en sorte que les problèmes que la Côte d'Ivoire connaît puissent aller de l'avant. Ils ont eu du vécu, ils ont géré le pays, et donc cette expérience-là pourrait être mise à la disposition de la voilà, on voit, voilà, le président Laurent Henri Konan Bédié, voilà, qui va prendre congé du président Alassane Ouattara après les échanges. Allez-y. Ce que je voulais ajouter, je suis convaincu que, comme l'a dit M. Betta, c'est vrai, c'est un temps de travail
pour reprendre la main, pour échanger sur toutes les questions du pays. Mais je suis convaincu que ces échanges-là ont eu lieu. Ils nous ont certainement pas donné le contenu de ces échanges. Et je suis convaincu que dans les jours, dans les mois à venir, on verra les résultats probants de cette rencontre-là. D'accord. Monsieur Tefou, votre commentaire après avoir entendu ces propos? J'avoue, hein, pour être franc, quoi, que je ne sais pas qu'est-ce que je dois commenter, puisque après la rencontre qui a eu lieu à huis clos, la déclaration n'a duré que 2 minutes environ. Je voudrais tout simplement saluer la rencontre de ces trois et espérer qu'ils ont parlé des questions qui touchent à la vie des Ivoiriens. Je voudrais voir dans les prochains jours des actes forts que je souhaiterais que ces actes-là découlent de cette rencontre-là pour dire... Alors, M. Tefou, juste vous couper un instant, on voit le président Gbagbo avec... rien dedans. Je crois que le président a le papier à son chef de cabinet. Mais le papier, en fait, c'est un papier pour dire que bon, on a retenu quelque chose. Sinon, ce qu'il a dit là, en vérité, il n'a pas lu. C'est 3 phrases. Je peux? Oui, allez-y rapidement. Oui, donc je dis, c'est vrai que j'aurais souhaité entendre le contenu de la séance de travail, de quoi ils ont parlé. Tous les Ivoiriens, pour la majeure partie des politiques, sont braqués sur cette rencontre. Et puis on finit la rencontre. Bon, voilà la déclaration. Et ils ont dit qu'il y aura d'autres rencontres. Je peux terminer. La déclaration vraiment m'a laissé sur ma soif. D'accord. Et puis, je souhaiterais que les jours à venir, quand je vais voir des actes forts que le président Alassane Ouattara va poser, je pourrais dire que cette rencontre a pu donner des résultats. Pour moi, il faut que cette rencontre-là puisse faire revenir les exilés politiques, puisse faire libérer dans les jours à venir tous les détenus politiques de toutes les crises ivoiriennes, parce que eux-mêmes le disent, quand ils parlent d'une rencontre de décrispation, ça veut dire que nous sommes en période de crise. D'accord. Parce que nous sommes en période de décrispation, pas de crise. On vous a bien compris. On va donner la parole à M. Beta. Ne traduit pas la crise. Alors, M. Beta, est-ce que vous aussi... on sait qu'il y a crise. S'il vous plaît, M. Beta, cette rencontre, ça vous laisse sur votre faim? Non, moi je dis que nous avons déjà analysé cette rencontre-là avant le discours et nous l'avons dit. Nous l'avons dit que c'était d'abord une première rencontre entre les acteurs politiques essentiels de notre environnement politique. Et cette rencontre-là augurait de lendemain meilleur. Ils l'ont dit. Moi je veux croire. Parce que en fait, quand tu ne crois pas, tu ne peux pas espérer. Moi je veux croire. Ils l'ont dit eux-mêmes. Ils ont dit un levain de décrispation. C'est-à-dire, comment on fait la pâte de pain là, on met du levain et ça mousse et ça grossit. Donc ce levain là, ils l'ont posé aujourd'hui. Ils ont mis ce qui va entraîner cette décrispation que nous espérons tous. Et nous souhaitons que, voilà, il faut cultiver cet espoir-là, ils nous l'ont donné, il faut le saisir pour que demain, personne ne puisse dire, je n'ai pas dit. Parce qu'ils l'ont dit, ils ont dit qu'ils vont se rencontrer encore régulièrement pour nous permettre d'amorcer les différents points qui sont des points d'achoppement. Alors, on a entendu le président Ouattara dire aussi que cette rencontre n'est pas extraordinaire comme le pensent beaucoup de personnes, elle est plutôt ordinaire. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais il le dit pour moins donner... Tu vois, cette impression que les gens attendaient tellement de cette rencontre. Voilà, ils attendaient tellement de cette rencontre, il faut baisser la température pour leur dire, écoutez, c'est une rencontre comme on l'a souhaité, elle est ordinaire, elle n'est pas extraordinaire, pour que vous nous reprochiez de ne pas avoir suffisamment dit. Bon, mais je veux dire en fait, sur ce point-là, moi je pense que chacun est acteur. Parce que chacun a dit un mot. Le président Bédié a dit absolument. Absolument. Voilà, c'est-à-dire que nous sommes quand même assez d'accord sur certains points. Quand on est sorti, nous sommes quand même d'accord sur certains points. Il dit absolument, l'autre dit, je lis le discours. Donc, c'est vous dire que, en fait, ils ont montré là qu'ils sont engagés tous.
Moi, c'est ce que je saisis au premier bord. Hein. C'est qu'ils sont engagés tous dans cette volonté de faire de décrisper l'atmosphère politique afin que les Ivoiriens puissent désormais se regarder et avancer politiquement, non pas dans la belligérance comme cela s'est vu pendant longtemps, mais dans la courtoisie. D'accord, monsieur Bita. Alors, monsieur Bita, quand vous voyez cette ambiance, à la sortie, le président Ouattara qui appelle Laurent Gbagbo Benjamin, il appelle le président Bédié doyen, qu'est-ce que cela vous inspire, cette ambiance? Moi, je ne suis vraiment pas surpris. Connaissant le président Ouattara, je ne suis pas surpris. Et qui mieux est, le président Ouattara a fait l'opposition avec le président Gbagbo. On a oublié le Front républicain. Ça a été de très bons moments. On a battu les pavés ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble. Avec le président Henri Konan Bédié, il y a eu la création du RHDP. Souvent, l'on ne retient les mauvaises choses. Mais avec l'alliance du PDCI et du RDR, après qui s'est mieux en RHDP, a apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire. Donc il y a eu de bonnes choses qui ont été faites. Et en ce moment-là, il y a de bonnes actions. Il y a des liens qui ne se distendent pas du jour au lendemain. Il y a des liens qui traversent les crises. Et je pense que cette image-là, je suis sûr que les sujets que nous évoquions ici ont été débattus parce que quand même ils ont fait plus d'1 heure. Mais peut-être qu'ils veulent laisser la latitude au président de poser des pas et de ne pas annoncer. Donc moi, je suis confiant que les choses vont aller dans le bon sens. D'accord. Et que la décrispation tant souhaitée va avoir lieu. Alors, messieurs, nous sommes à la fin de ce plateau. Chacun a 30 secondes. 30 secondes pour son dernier mot. On commence par vous, monsieur Tefou. 30 secondes. 30 secondes, je serai vraiment... bien, à la fin de la rencontre, quand ils sont venus, les 3 présidents, pour faire la déclaration, j'ai aimé vraiment le gentleman qui est le président Alassane Ouattara quand il dit le doyen, le Benjamin. Je me souviens de l'opposition du RDR où il était très galant, où il était très jovial. Je retrouve cela en lui aujourd'hui. Je veux porter l'espoir de le revoir comme hier avec le président de GPS, qu'il a appelé son fils, pour une rencontre de décrispation, pour une rencontre de réconciliation, et également avec les autres acteurs avec qui aujourd'hui il est en crise. Voilà le vœu vraiment que je formule ici, en lui disant félicitations pour la décrispation, mais cette décrispation ne peut pas se limiter à tes 2 frères, il y a également tes enfants, tes fils. Comme Guillaume Soro, c'est bien compris. Monsieur Beta, 30 secondes. Oui, moi je voulais remercier les acteurs politiques ivoiriens. La Côte d'Ivoire a montré qu'elle a beaucoup appris du Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, le PDCI l'a démontré avec son président Henri Konan Bédié, qui depuis la dernière rencontre avec le président Alassane Ouattara lui a adressé un courrier pour souhaiter qu'il prenne le leadership de cette rencontre-là, de cette réconciliation, de cette paix et de cette Côte d'Ivoire qui renoue avec la paix. Et je crois qu'aujourd'hui, il a saisi la balle au bon, il a prise et je pense que ça va continuer. Ça va continuer pour que l'Ivoirien n'ait plus peur des élections. Pour que l'Ivoirien, quand il se réveille le matin, il pense maintenant à son lendemain et non pas à ce que la Côte d'Ivoire va replonger dans une crise militaire, une crise où les enfants de ce pays-là se déchirent, s'entretuent et au grand drame de nos parents et de ceux qui ont construit ce pays-là. La Côte d'Ivoire a besoin d'être construite et avec elle, nous aussi. Merci. Merci, M. Meizan, en 30 secondes. Moi aussi, je voulais quand même remercier la rencontre qu'il y a eu, à commencer par les présidents Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo, qui se sont prêtés vraiment au jeu. Et je voudrais saluer le leadership du président Ouattara, qui a l'initiative de cette rencontre et qui a, comme Tefou l'a dit, l'a montré sa galanterie, son gentleman. Je voudrais l'encourager parce que quand vous voyez la trajectoire du président, la question de l'homme est au centre de son action. Le premier programme du président Ouattara, c'est le vivre ensemble. Pour lui, on ne peut pas entrevoir une société stable et développée sans l'homme. Le deuxième programme de gouvernement, c'est la Côte d'Ivoire solidaire, parce que pour lui, la solidarité est un élément important. Donc, je voudrais vraiment féliciter le président pour cette initiative et faire en sorte que cette rencontre-là puisse faire en sorte que la Côte d'Ivoire, ce levain de discrimination-là,
puisse aller de l'avant et croissant. D'accord, c'est compris. Merci, messieurs. Monsieur Meïza Kofi, nouvel député RHDP. Monsieur Tefou Kone, ancien député à l'Assemblée nationale. Monsieur Beta Michel, directeur de publication du journal Le Bélier. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Merci pour vos analyses, pour vos différents points de vue. Merci à notre équipe qui était du côté du palais présidentiel, Kofo Jean-Hubert Afrizaoui. Merci à toute cette équipe. Merci aussi à l'équipe du côté de la régie. Ariel Chukwam qui a réalisé cette émission, Alain Ambonon qui s'occupait du son. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à l'Intelligent TV. Et puis rendez-vous demain à 15h00 pour la revue de presse au grand format. Et puis à très bientôt. Au revoir.